Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La France a réagi vite et fort au coup de force du colonel Assimi Goïta en Mali, mais sa marge de manœuvre s'avère étroite et risque d'être brouillée par son soutien à la junte tchadienne. En fait, le président Emmanuel Macron a rapidement condamné avec la plus grande fermeté ce coup d'État dans le coup d'État et brandi la menace de sanctions, au nom des Européens. Mais les menaces de Macron seront-elles efficaces pour faire plier le nouvel homme fort du Mali ? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Limogeage de Mbandao, les menaces de Macron pourront-ils infléchir Assimi Goïta? La situation reste tendue et incertaine du côté de Bamako. Dans la soirée du lundi 24 mai, le président de la transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane ont été arrêtés par les militaires quelques heures à peine après avoir formé un nouveau gouvernement. Un coup de force militaire mené 9 mois seulement après un putsch. Comment la communauté internationale a-t-elle réagi? Nous allons d'ailleurs voir quelques réactions dans un instant. Le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouane ont passé donc la nuit lundi aux mains des militaires qui les ont fait conduire de force au camp de Kati, au lieu de l'appareil de défense à quelques kilomètres de Bamako. Pour Emmanuel Macron, messieurs, un coup d'État dans le coup d'État, c'est inacceptable, a déclaré le jupitérien de l'Élysée. Nous sommes prêts dans les prochaines heures à prendre des sanctions ciblées contre les protagonistes, a-t-il ajouté. Mais pour mieux comprendre la situation, mesdames, messieurs, écoutons quelques extraits d'Emmanuel Macron. En lien avec l'Union africaine et la CEDEAO, l'arrestation du président de la transition, de son Premier ministre et de leurs collaborateurs. Ce qui a été conduit par, à nouveau, les militaires putschistes est un coup d'État dans le coup d'État inacceptable qui appelle notre condamnation immédiate et aussi le fait que nous sommes prêts, dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. Sanctions ciblées sur des protagonistes, en tout cas ce sont les propos de Macron, vous les avez vus. Mais pour mieux comprendre la situation, nous allons également écouter le porte-parole des militaires maliens qui a fait justement une sortie et qui parle de sabotage de la transition et surtout de l'irrespect de la charte de transition qu'ils étaient tous tenus de respecter. Écoutons-le ensemble. Violation de la charte de transition. Contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre 2020, d'où une intention avérée de sabotage de la transition. Nonobstant les interpellations et négociations diverses engagées par le vice-président auprès des chefs d'État de la sous-région et de certaines chancelleries présentes au Mali, en vue d'amener le président de la transition et le Premier ministre à respecter les prescriptions de la charte de transition, ceux-ci sont malheureusement restés persistants dans leur posture. Ainsi, de par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son Premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. En cette circonstance, le vice-président de la transition invite les populations à vaquer librement à leurs occupations et les rassure de l'engagement indéfectible des forces de défense et de sécurité à préserver l'intérêt supérieur du peuple malien, conformément à l'esprit et à la lettre de la charte de transition. Au demeurant, le vice-président de la transition tient à préciser que le processus de transition suivra son cours normal et que les élections prévues se tiendront courant 2022. Je vous remercie. Fait à Bamako, le 25 mai 2021. Fait à Bamako le 25 mai 2021, c'était donc mardi. Messieurs, vous avez suivi là la situation qui prévoit actuellement du côté du Mali. Président Bandakani, quelle est votre réaction? Commençons déjà par la réaction de Macron qui parle, il faut le dire comme ça, eh bien, de sanctions ciblées contre les protagonistes. Tout à l'heure, à l'entame de mon propos, au niveau de, appelons ça comme ça, mon soi-disant coup de gueule,
je vous ai fait part de quelque chose de très grave dans ce monde, à savoir que ce sont les criminels qui sont jugés de leur propre crime. Et ce ne sont pas des exceptions. C'est la règle de fait des relations internationales. Ce qui est plus grave, c'est que cette règle de fait, de facto, est habillée de jure, par des tests internationaux, qui ont pour mission de faire croire aux gens qu'il y a le droit international et que le monde serait régi par un droit international dont le respect serait sacré et qui fonde donc la légitimité d'une communauté internationale que personne n'a élue, autoproclamée, à en être la garante et la conscience. Monsieur Ngos. Ça, c'est la première escroquerie, j'allais dire le premier crime moral qui engendre, n'est-ce pas, les crimes qui suivent. Et on est dans une succession ininterrompue de crimes qui ne s'arrêtent pas par les mêmes gens, la même clique, la même classe, mais qui met en avant une rotation d'individus à des postes de président, mais les mêmes crises se répètent sans cesse et le monde ne fait rien. Belek, apôtre Fanga, 3 ans. Et le monde, regarde, c'est dans ça qu'on vit. C'est dans ça qu'on est là. Les criminels qui jugent même leurs crimes. Et ils vous parlent tous les jours de droit. Ils exigent ailleurs, dans d'autres contextes, le respect du droit. Ils exigent ailleurs que la loi soit respectée. Mais eux, ils jugent toujours leurs crimes. Monsieur Ngos, quand nous est fondé sur ce paradigme-là, on est en pleine sauvagerie. Il n'y a pas d'humanité. L'humanité va disparaître. Il va faire la place à tout ce qu'on voit. Des jupitériens, des gens qui détestent l'être humain et qui veulent le remplacer par l'homme augmenté. Il n'y a pas de hasard. C'est que dès le départ, le vice là, il est là, le problème il est là. Oui. Alors je vous l'ai dit. Alors, on est en plein là-dedans, là, quand on voit les 2 séquences que vous avez montrées, on est en plein dedans. Le débat, vous avez l'air de faire de très bons thèmes. Mais je vous dis, le débat ici, ce n'est pas de savoir. Je ne mets pas encore le thème, hein. C'est cela. Non. Le débat, ce n'est pas de savoir si Assimi Goïta peut tenir. Le débat doit se poser, doit porter sur les menaces qu'on fait aux militaires. Le débat, il est là. Mais ces menaces, qui le fait? Les menaces sortent d'où? Est-ce que les menaces ont leur raison d'être? Parce qu'une des techniques des criminels qui dirigent le monde, n'est-ce pas, c'est tout de déplacer les débats. C'est-à-dire, on peut enlever une virgule sur une situation. Ça change tout. On dit, ouais, là maintenant, on nous amène à faire quoi? Un débat, une fois de plus, je ne juste pas le débat. Allez-y, on vous comprend parfaitement. Mais on est en train de nous dire, non, maintenant on va réfléchir, est-ce que Assimi Goïta peut tenir? Donc s'il ne tient pas, on va dire non, il avait échoué, il n'a rien fait, il ne faut rien. Alors que le vrai débat, c'est pas ça. Le débat, c'est la légitimité des menaces. Est-ce que les menaces sont acceptables et recevables? C'est cela qui s'agit. Or, ces menaces sont inacceptables et irrecevables. C'est cela que le débat, c'est ça. Alors, d'abord, regardez la même tactique. Avant de parler, le jupitérien extraterrestre convoque l'Union africaine et la CEDEAO. C'est toujours comme ça. Quand Sarkozy a voulu tuer Kadhafi, il a tout fait pour avoir avec lui la Ligue arabe. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Et là, d'abord il dit la CEDEAO et l'Union africaine. Parce qu'il est bien conscient qu'il n'est pas légitime. Et il lui faut un masque africain. D'abord, il lui faut porter un masque africain. Maintenant, parlons du masque africain qu'il porte. L'Union africaine, c'est une organisation africaine. On est sérieux là? Non. Leurs salaires sont payés par qui? L'Union européenne. Vous voyez, regardez, c'est important ce qu'on a. Regardez bien ce qui se passe. Le jeu macabre, le crime. Et comment on scénarise le crime. Le jupitérien, qui n'a rien à voir avec les êtres humains, il est bien conscient que s'il n'a pas un masque, ça va faire un problème. Mais là où il est encore mieux qu'il avance, c'est sa masque. Parce que quand il porte les masques qu'il porte là, c'est encore plus grave en termes de suite. Il convoque la CEDEAO et l'Union africaine. Est-ce que ce sont des organisations africaines, ça? L'Union africaine, ce n'est pas l'organisation africaine. La CEDEAO, c'est quoi? C'est un machin
C'est un machin créé de toutes pièces par Paris pour justifier ses crimes en Afrique, pour avoir un masque à apporter quand il veut tuer les Africains. C'est là qu'il s'agit. Donc, on évacue ça. Mais regardez comment on scénarise le crime. Alors, il dit, deuxième séquence de l'affaire, qui est grave, il dit, si la situation n'était pas clarifiée, nous nous apprêtons à prendre des sanctions. Dans les heures, c'est important. Non, je répète, si la situation n'était pas clarifiée, nous nous apprêtons à prendre des sanctions dans les heures. Qui veut sanctionner qui? Monsieur Macron? Il sort d'où? Je vous dis souvent qu'il y a un problème. Quand on était dans d'autres contextes, ce gars-là, il faut le liquider. C'est-à-dire que, mais c'est là où souvent à un moment donné, vous dites que, mais à un moment donné, les djihadistes, certains djihadistes ont souvent raison, si le mot là, entre guillemets. C'est-à-dire que quand même une bombe sur lui explose avec ce monsieur-là, il faut le liquider. C'est une provocation outrancière à l'égard d'un continent, mon cher Ngof. Mais c'est très grave. Monsieur Macron, c'est qui pour parler à l'Afrique? Il est qui? Le petit là de l'Élysée, il est qui? Même en âge, à tout point de vue, sur le point des valeurs, je dis même au niveau de la fonction présidentielle, Macron, c'est qui pour parler comme ça à un continent? C'est qui? Il est qui pour te mettre de nos affaires? Qui lui donne le droit? Il a pris ça où? Mais c'est comme ça que ce monde s'est organisé. Et on vient nous dire, fais la diplomatie. Non, c'est comme le président français qui aille se faire foutre. Président français de merde, M. Macron. Je dis bien de merde. C'est cela qu'il s'agit. Et il n'y a pas de diplomatie à faire avec des gens comme ça. On va y aller mollo. Hein. Non, il n'y a pas de mollo, monsieur. Il n'y a pas de mollo. Je dis président français de merde. C'est moi qui parle, je l'assume. Dites-moi au nom de quoi il se met cette affaire. C'est quoi? Qu'est-ce que Macron a à se mettre là-dedans? Je vais vous indiquer la séquenciation. Deuxième niveau de crime. Il reproche, ça a toujours été comme ça, il reproche aux militaires maliens ce que lui il fait. Quand on a voulu nous esclavagiser, on nous a accusés d'un crime très grave. De n'être pas humain dans un monde d'humains. Ce sont des gens qui n'étaient pas humains, qui se sont autoproclamés humains pour nous refuser, nous. L'humanité. Qui coulaient de source. Ils sont la source de l'humanité. C'était pareil pour l'esclavage, la colonisation. Ça continue comme ça. Regarde ce qu'il fait. Il reproche à l'autre ce que lui fait. C'est-à-dire quoi? Il dit un coup d'État dans un coup d'État est inacceptable. C'est quand même terrible. J'ai démontré hier, et je vais le répéter, j'ai démontré hier que la communauté internationale est légère sur le plan de la consistance intellectuelle et du débat. C'est pour ça que la force est leur seule arme. Le mensonge est leur arme. Et nous connaissons le père du mensonge. C'est leur arme. J'ai démontré hier que le créateur du président de la tradition, Mbandao, c'est Assimi Gota et ses compagnons. C'est lui qui a créé, politiquement parlant, le président de la tradition et son premier ministre. Et j'ai demandé au monde entier hier que, mais comment on peut empêcher un créateur de révoquer sa créature? Il y a un problème avec ce papa. Deuxième niveau, M. Macron veut mourir. Il veut mourir parce que on a enlevé ses pions. Et il masque ça en disant que non, ils sont légitimes. Mais comment peut-on sauver la légitimité en niant la source de la légitimité? Dans le cas d'espèce, quelle est la source? Ce n'est pas M. Goïta? C'est toujours M. Assimi Goïta. Ce n'est pas eux qui ont légitimé ce président de transition, Mbandao, et son premier ministre? N'y a-t-il pas une charte de la transition? Il y en a. Bon, ok. Vous avez suivi le porte-parole des militaires. Il vous rappelle qu'ils ont alerté les chancelleries sur les violations répétées de la charte de la transition, n'est-ce pas? Sur les violations répétées de la charte de la transition. Ils ont violé cette charte-là de façon répétée et ils se sont arrangés à informer les chancelleries, à informer les chefs d'État de la sous-région. Ils l'ont fait. Oui. Mais qui fait le coup d'État maintenant? Qui est en train de faire le coup d'État dans le coup d'État? C'est pas M. Macron? Mais il reproche cela à Assimi Goïta, qui lui défend l'esprit de la transition, qui lui est fidèle à l'esprit de la transition, mon cher Goff. C'est le crime absolu.
érigé en pratique politique, érigé en pratique économique, érigé en mode de vie tout court. Mais on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Le continent est en guerre. Le Mali est en guerre. Et la France et sa communauté internationale de criminels ont déclaré la guerre au Mali et à l'Afrique. Tous les chefs d'État africains dignes de son nom doivent soutenir les militaires maliens. Je dis tous les chefs d'État africains, tous les forces vives de l'Afrique doivent se lever pour soutenir les militaires maliens. Mon cher gosse, les soutenir. Et c'est comme ça donc maintenant que vous allez, que la question vaut sa médaille, donc votre question, est-ce que Assimi Goïta va tenir? Je rappelle que s'il ne tient pas, c'est l'Afrique qui n'aura pas tenu. Je rappelle que si dans le cas actuellement, si Assimi Goïta ne tient pas là, c'est nous qui n'aurons pas tenu parce que l'Afrique a un tournant. L'Afrique, le tournant se joue là. Quand vous regardez l'agitation du Jupitérien de l'Élysée, comment il ose aboyer depuis un bon bout de temps. Je vous l'ai dit, observez-le. Il ose aboyer. Pourquoi il ose aboyer? Pourquoi il ose aboyer? Parce que lui, c'est comme l'auto d'origine. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, il a une propriété de Rothschild. C'est-à-dire, M. Macron aime bien. Vous savez que c'est lui qui avait écrit le Claude Noir, non? Oui. C'était Louis XIV, c'est ça? Colbert. Colbert. C'est Colbert qui a écrit le ministre de Louis XIV. Très bien. Donc c'est Louis XIV. Qui a écrit cette affaire. Le Code Noir. Qui aurait même eu deux filles noires. Non, c'est connu. C'est connu. Ils ont essayé de le cacher, mais non, c'est connu. C'est bien connu. C'est connu. C'est pas surprenant. Sans point de contradiction. On raffole sur la négresse. On raffole de la négresse la nuit, mais le jour, on fait semblant, on l'esclavagise. C'est une maladie, c'est une pathologie mentale dont ils ont l'appel la guérir. On connaît ça. Mais dans le cas d'espèce, le Code Noir a réduit l'être noir, c'est-à-dire l'Africain, le nègre, parlons comme ça, à un bien meuble. Il n'était pas différent d'une chaise dans la maison. Vous comprenez? Alors, Macron est pareil avec les Rothschild. Macron, c'est un bien qui appartient à Rothschild. Et il sait ce qu'il attend. Il connaît les méthodes de ses patrons. C'est pour ça qu'il ose aboyer, M. Gosse. Il faut être aux abois. Il faut avoir perdu le sommeil. Il faut être malade d'une maladie inguérissable pour se comporter comme ça, en oubliant même. Et tout ça, en revêtant la fonction de chef d'État. On revêt le costume de président. Et on se comporte comme ça. Il y a là une séquence psychanalytique de haut niveau que les psychanalystes doivent rapidement mettre sur la table comme un cas clinique. Comment expliquer cliniquement le comportement des présidents européens occidentaux du genre de M. Macron? Comment expliquer ça? Et il n'est pas seul. Le cas de Biden aussi un cas clinique. C'est-à-dire un président américain, il ne connaît pas la route qui mène dans son bureau. N'est-ce pas? M. Biden, il a été élu par CNN, n'est-ce pas? Ce sont des cas cliniques à mettre sur la table. Pareil pour celui qui est Premier ministre en Angleterre. Mais le cas de Macron, c'est un cas vraiment... Il faut se pencher rapidement là-dessus. La dernière fois, monsieur le docteur dit, moi, il m'a demandé de faire les messes. Je pense que Franck est là ce matin. Oui, de faire des messes. Mais je dis, c'est-à-dire qu'avant de faire une bonne messe, il faut que le diagnostic médical soit bien établi pour que les prières soient bien canalisées. Je vous dis, ce type de comportement... Messe, prière et exorcisme. Oui, mais il faut que ce soit basé sur un bon diagnostic. C'est une question de guérir de quelque chose. Ce type de comportement, devant un président d'un pays, soi-disant la France, parti des droits de l'homme, pays des Lumières, écoutez bien, des Lumières, ça c'est la France. Le pays qui s'est hissé au firmament de l'élévation politique et de la civilisation. Avoir pour président un monsieur comme ça, c'est-à-dire Sarkozy était même mieux. Sarkozy était un agité, il se grattait tout le temps, tout le monde connaît. Hein? Mais ça c'est pire, ce monsieur, comment on peut expliquer une telle agitation? C'est qu'en bas il y a un problème. Lui et ses patrons sont en train de perdre le continent. Nous négocions là un tournant majeur. Si Assimi Goïta tient, l'Afrique aura fait un grand bond pour sa libération. S'il ne tient pas, l'Afrique va reculer. C'est pour ça que nous, et là je dis, je prophétise, au sens historique du mot, Assimi Goïta va tenir. Et c'est l'objectif. Il va tenir, et M. Macron va tomber, va mordre la poussière au Mali.
C'est l'objectif en tout cas, et puis c'est le vœu pieux de tous les Africains de voir Ce n'est pas un justement vœu pieux. Assimi Goïta. Alors, pieux au sens de quoi? Le vœu pieux? Non, pas un vœu pieux dans le sens De la foi. de la foi. Ok. Pas dans tout ce que vous avez imaginé. Voilà. Je me tourne vers vous, docteur Jean-Paul Bellec. Jusqu'à preuve de contraire, on a vu Emmanuel Macron prendre plusieurs visages. Est-il devenu finalement africain? Puisqu'un matin, il est centrafricain, 2 jours après, il est nigérien, après-demain, il devient malien. Qui est Emmanuel Macron sur le continent africain? Emmanuel Macron ne peut pas être africain. Beaucoup de choses l'en empêcheraient. Et, oui, il est africain dans le sens où toute l'humanité est d'origine. Oui. D'origine africaine. Mais dans le sens où, localement, actuellement, ils peuvent s'écramer une ascendance africaine historiquement parlant, Oui. pas préhistoriquement parlant. Historiquement parlant, la réponse est non. Il dit que les Jupitérien. Oui, je vais y revenir, président. Je vais faire le pont avec ce que tu as Allez-y. dit avant. Laissez. Primo, Oui. il a contracté un mariage que moi j'ai compris ici que les Africains n'approuvent pas. Docteur Eddy Modon, vous avez cité tout à l'heure, il a dit qu'en Afrique, nos traditions empêchent les hommes, enfin, ne tolèrent pas, ou ne favorisent pas, ou ne souhaitent pas que les hommes épousent des femmes qui sont plus vieilles. Oui. Il a même dit que c'était que ça porte ou c'est malheur. Ça porte malheur. C'est même une malédiction. Voilà. On s'attend à ce qu'un homme épouse une fille qui est soit au mieux le même âge, non plus jeune. Ce serait favorable. Il a parlé de que les femmes représentent une puissance plus élevée que celle des hommes. Ça, c'est la tradition africaine, donc. Docteur, dis-moi parler. Oui. Quand il parle en tant qu'Africain, il ne parle pas en tant qu'ayant été éduqué à l'âge, je ne sais pas quoi. Non, il a parlé en tant qu'Africain. Oui. D'un certain âge d'ailleurs. Donc, Macron, de ce côté-là, n'est déjà pas africain. Et en conséquence, n'a aucune légitimité. Rien que ça, déjà. 2. Mais pourquoi il veut défendre l'Afrique, finalement, lui? On y arrive. Allons-y. Bon, ok, Non, allez-y. Non, Prenez votre temps. je vais aller plus vite. Il est propriétaire de Rothschild. Oui. Étant propriétaire de Rothschild, il n'est donc pas lié à l'Afrique, puis ce sont les bourreaux de l'Afrique. Ce sont des talmudistes. Lui-même est talmudiste. Il adhère à la foi talmudiste. Le ton qu'il utilise contre les Africains pour que les talmudistes. Le Talmud, je l'ai déjà présenté plusieurs fois ici. J'ai même défini. In fine, c'était qu'il est talmudiste. Ce sont des gens qui condamnent la race noire. Donc ils en font des biens meubles. Quand ce ne sont pas des singes, on est encore pire, bien meuble. Ça a été validé par le Code noir. Vous voyez? Et Macron, ayant comme patron des talmudistes, ils sont des talmudistes, hein, il ne peut pas être africain, puisqu'il fait partie de ceux qui condamnent la race dont le continent est, l'origine est l'Afrique. On est d'accord ou pas d'accord? Oui. Je fais du raisonnement. Alors, ensuite, il se proclame jupitérien. Mais Jupiter, c'est qui? Bon, moi, maintenant, je laisse tomber l'astronomie, parce que j'ai vu que ça ne collait pas. On ne peut pas marcher sur Jupiter. Donc, lui, il est jupitérien comment? D'ailleurs, c'est facile. Bon, je laisse tomber le côté astronomique. Non, président, moi, je ne peux pas aller dans les domaines que je ne maîtrise pas. Je reste dans mes domaines parce que je fais une analyse et je veux qu'elle soit mathématique. Si je commence à m'arrêter dans un domaine que je ne connais pas, d'abord, je suis prétentieux, parce que je ne connais pas, et ensuite, mes conclusions seront fausses. Je ne vais pas les contrôler. Donc, je vais donc maintenant passer sur le plan de la mythologie grecque. Il y avait Jupiter et son Olympe. Tout à fait. Voilà. Ce Jupiter-là ne respecte aucune loi. Ses lois sont variables. Et il ne respecte pas les lois. Il vient de proclamer une loi, là, il ne la respecte pas. Et le lendemain, il fait une autre loi. C'est selon ses besoins. C'est ça. Donc voilà, peut-être pour ça qu'il est jupitérien. Peut-être. Je ne sais pas encore, mais peut-être. Mais notre tête. Alors, sinon, je vous ai tous envoyé encore un document sur la Padana. En tout cas, la plupart d'entre vous. Voilà. C'est à Persépolis. Vous savez, quand Cambyse le Perse a envahi l'Égypte en 525 avant Jésus-Christ, la date qu'on donne couramment sur le plan académique, il déporte des savants égyptiens, des architectes et tout ça, pour aller construire sa capitale, Persépolis. Le même phénomène va se répéter quelques millénaires plus tard avec la déportation, après l'invasion de l'Empire Songhai. Parce qu'on nous a appris à l'époque que c'est des Marocains. Non, c'était des Espagnols. Peut-être au service du roi du Maroc, mais c'est des Espagnols. Djouder était un Espagnol, c'était pas un Marocain. Ils envoient l'Empire Songhai, ils détruisent Gao, qui est la capitale de l'Empire Songhai, et non pas d'un certain Azawad. Gao, c'est l'Empire, le capital, l'Empire Songhai. Voilà. Et ils emportent avec eux des savants africains, dont le célèbre Ahmed Baba. Donc, bis repetita.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas à Persépolis? Il y a des marches d'escalier là, qui étaient censées être empruntées par tous ceux qui apportaient tribut à Darius le Grand. Oui. C'est un des rois perses, oui, qu'on appelle à l'époque satrape. Et ils amènent des cadeaux. Voilà. Ou même simplement par diplomatie, ceux qui sont en relation avec cet empire perse, ils emmènent. Voilà. Et les peuples sont marchés. Il y a des vignettes des peuples sur les deux faces des marches, jusqu'à arriver là-haut. Là. Oui. Alors, une des vignettes sont des Africains. Dans le commentaire que je vous ai envoyé, si vous écoutez la vidéo, la dame, elle parle des Éthiopiens. Non, à l'époque, hein, tout ce qui est noir est éthiopien. Au sens simple du mot, ça dit c'est des noirs. Éthiopien, ça veut dire noir, tout simplement. Donc, elle ne précise pas. Mais, faisons l'analyse. C'est pour ça que je vous envoie aussi un tel document. Je veux le lire. Elle parle d'un animal qui est dessiné, qui est apporté par cette population-là. Il s'agit de l'okapi. Or, l'okapi n'existe qu'en République démocratique Du Congo. et nulle part ailleurs dans le monde. C'est dans la région des le parc national des Virunga, dans le Nord Kivu, là où il y a L'Okapi. les terroristes qui font la guerre, qui détruisent tout. C'est là-bas aussi qu'on a trouvé les objets les plus anciens qui attestent l'invention des mathématiques en Afrique. Et Shango. L'os du Shango. Voilà, il y en a même deux, président. Apparemment, il y en a même d'autres, mais bon, en tout cas, deux connus du public. Et il y a un autre animal qui est strictement réservé à la RDC, c'est le bonobo, qu'on confond souvent avec le chimpanzé. Or, il est plus proche de l'homme que les chimpanzés. Voilà. Donc, ce pays-là, RDC, est déjà spécial en Afrique. C'est même le cœur de l'Afrique. En richesse, en hommes, en faune, en flore, en tout et en histoire. Donc, vous voyez que là, il faut corriger. Donc, ça veut dire que voilà comment ces gens-là travestissent notre histoire. Ce ne sont pas n'importe quel Africain qui apporte l'Okapi et une défense d'éléphant. Ce sont les Congolais. C'est une vignette pour les Congolais. C'est les Congolais, ce qu'on appelle Congolais RDC d'aujourd'hui. C'est eux qui emmènent. D'ailleurs, d'abord, ce sont des ancêtres des Égyptiens. Au moins ça, Tshisekedi a pu le rappeler à Al-Sisi quand il lui a fait sa dernière visite. Mais c'est une vignette pour les Congolais. Donc ça, quand même, au moins pour l'histoire, il faut que les gens le sachent. Vous allez à la Padana, il y a une vignette pour les Congolais. Si les Congolais ont eu des relations avec un empire, sachez qu'ils étaient aussi en relation avec la Chine. Sachez que l'Afrique, ça fait longtemps qu'elle est en relation avec le monde. Donc tout ce qu'on nous a appris sur l'Afrique, le monde des ténèbres qui est isolé, et c'est les Européens qui amènent la lumière, tout ça c'est faux. Or, dans ces mêmes marches, la Padana, quel est le rang des ancêtres de Macron? Pour les Gaulois, il n'y en a aucun. Pour les Grecs, ils occupent le rang des derniers rangs. Ce sont des soumis. Mais les Africains, là, ne viennent pas en soumis. Ils viennent en tant que relation diplomatique. Maintenant, il y a une autre vignette, puisqu'on parle des talmudistes. Je vous ai envoyé deux vignettes. Une de Babylone et l'autre, toujours de la Padana. Il s'agit des Hébreux, que la dame appelle juifs. Alors que moi, je continue à dire qu'il faut qu'on fasse la différence entre les Juifs et les Hébreux. Ou alors, non, il faut qu'on nous prouve le lien, qu'on nous démontre, qu'on explique le lien entre Juifs et Hébreux. Ça ne va pas de soi. Alors, comme évidemment on est passé à l'école des talmudistes, on nous fait comprendre que ça va de soi. Non, ça ne va pas de soi. Il faut qu'on nous fasse le lien là, qu'on l'explique. Voilà, et que chacun comprenne ce qu'il voudra comprendre. Alors, donc, il y a à la Padana des Juifs, d'après la dame. En tout cas, c'est les Hébreux. Alors, comment on sait que c'est les Hébreux? Ils donnent un qualificatif, ils ont quelque chose de spécial. Ils amènent des habits, et surtout, il y a un caractère spécial qui fait qu'on peut les identifier aux Juifs. Mais vous avez regardé le visage, vous avez vu les cheveux. Les cheveux sont crépus. Crépus, oui. Oui. Avec la barbe, d'ailleurs. Et vous voyez que les Perses même ont des cheveux crépus. Donc les Perses même ne sont pas les Perses tels qu'on les voit aujourd'hui. En fait, la plupart des peuples ont les cheveux crépus. Et, sauf quand il s'agit des peuples occidentaux, bien sûr. Et ça veut dire quoi? C'est que la mode à l'époque n'était pas aux cheveux lisses, déjà. Elle était aux cheveux crépus. Et qu'il y a eu changement de population dans le monde. C'est peut-être pour ça que les talmudistes en veulent tant au noir. Il y a eu basculement un moment où l'histoire a été faite par des noirs. Quand bien même les Perses viendraient envahir l'Égypte, ce ne sont pas des blancs qui viennent envahir l'Égypte, ce sont d'autres noirs de ces régions jusqu'en Afghanistan. C'est toujours des populations des cheveux crépus qui viennent envahir d'autres noirs. Mais l'histoire a été changée par les talmudistes. Voilà pourquoi on condamne le noir. Alors je vais chuter maintenant sur Macron. Je vais chuter. À savoir, il dit qu'il y a eu un putsch dans un putsch, n'est-ce pas? Et il en parle dans le sens que lui, il est allergique au putsch, n'est-ce pas? Il convoque l'Union africaine.
il convoque la La CEDEAO. CEDEAO. Tous ceux qui ont marqué qu'il ne faut pas faire des putsch. Il y a un problème. Hein. Macron, il n'y a pas longtemps, a fêté le bicentenaire de la mort de Bonaparte. Grand putschiste devant l'éternel. En 1799, on appelle le général Brumaire, 18 Brumaire, 1789. C'était le 9 novembre 1799. Oui. Voilà. Bonaparte fait un putsch avec Sieyès et son frère Lucien. Lucien, franc-maçon, d'où le premier lien franc-maçon et donc les Rothschild. Lucien, franc-maçon, a donc s'est arrangé pour que les francs-maçons le portent et soutiennent le coup d'état de Bonaparte qui va finir par réussir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis stop à la Révolution française, ce jour-là même. Puisque du consulat, on va passer rapidement à l'Empire, dont lui, il est l'empereur. Voilà donc ce monsieur Macron, sans vergogne, qui vient condamner un coup d'État, comme l'a dit le président Bandakani, que lui-même voulait faire en fait, mais que les Africains ont su déjouer. C'est lui qui a voulu faire un coup d'État. C'est lui le putschiste. Voilà, parce qu'il ne respecte pas justement cette charte. Ok. Donc, on sait que Bandao était là-bas en France, avec Macron et Ouattara. On en a parlé hier, non? Donc il fallait que lui il rentre, maintenant il fait un nouveau gouvernement, il chasse les autres, alors que c'est eux qui l'ont, comment on dit, qui l'ont mis là. Qui l'ont créé. Oui, au niveau politique. Alors, non, lui il se révolte parce que sa créature en tant que jupitérien, lui vous savez sa créature c'est Bandao qu'on sort. comme ce jeu ne marche pas. Voilà, et finalement vous voyez, il fête la mémoire d'un esclavagiste, un anti-noir. Vous voyez, ça les légitime encore pour venir parler pour les Noirs. Oui. Les Noirs, les Africains sont des Noirs. Désolé. Tout Africain digne de ce nom, même ceux d'Afrique du Nord, s'il renie son lien avec les Noirs, il n'est donc pas africain. Tu ne peux pas, ici, dans le sol africain, et couper ton lien avec les Noirs. L'Afrique, c'est pour les Noirs. C'est la terre d'origine. Les gens sont nés noirs en Afrique. Parce que même quand on nous dit qu'il y a telle chose trouvée au Maghreb, non, Maghreb n'existe pas. Quelle que soit l'époque, c'est toujours des Noirs qu'il y a là-bas. Le blanc est il n'y a pas de blanc avant 8000. C'est-à-dire 6000 avant Jésus-Christ. Il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de population blanche. Il peut y avoir un blanc par-ci, parmi les Noirs, mais il est parmi les Noirs. Mais population blanche, ça n'existe pas. Démontré par les savants blancs eux-mêmes. Ok? C'est pas Jean-Paul Bellec, là. Donc, Macron, il n'est pas une contradiction près. Et, finalement, l'usurpateur, c'est lui. Mais, président, je dis une chose. C'est pas seulement que nous allons gagner. C'est pas un vœu pieux, hein. Qu'il soit vu du côté religieux ou pas, c'est pas ça du tout. C'est une obligation morale. Et commence par nous ici sur le plateau. Nous avons l'obligation de mener l'Afrique à la victoire. Nous n'avons plus le droit à l'échec. Et nous n'accepterons pas, nous, l'échec. Nous ne sommes pas nés pour mourir sans que cette Afrique soit remise sur ses deux pieds. Et c'est ce que nous allons faire. C'est une obligation morale. Merci beaucoup. La patrie, la mort, justement, nous vaincrons. Albert Anatole, ici, les Africains ont l'impression depuis la nuit des temps que les chefs d'État français menacent les présidents africains, leur parlent comme à des enfants et avec beaucoup de condescendance. À quand la fin? Les Africains ont l'impression, mais c'est un fait. c'est pas une impression, c'est un fait. Hier, je disais dans le cadre de cette tribune que les dirigeants français, avec leurs alliés occidentaux, ont la mauvaise manie de s'attribuer le beau rôle. C'est-à-dire qu'il est lui seul. Il est policier, il est gendarme, il est huissier de justice, il est procureur, il est procureur, et il est juge, et c'est eux qui condamnent. C'est-à-dire c'est eux qui ont le droit de condamner, y compris quand c'est pas quand ils sont assis au banc des accusés, c'est eux qui s'octroient tous ces beaux rôles. Permettez-moi un peu de rentrer dans certains faits historiques que certains téléspectateurs ne connaissent peut-être pas. Pour rejoindre l'argumentaire, l'analyse du docteur Jean-Paul Bellec, oui. Ouais. Hier, à la fin de l'émission, j'ai indiqué deux choses. La première, c'est que Paris a été surpris par la reprise en main, n'est-ce pas, par les Maliens, de leur souveraineté, de leur pouvoir l'année dernière. Ce n'était pas pas certainement pas ce scénario. Paris avait le scénario, justement, de mettre Ibeka dehors, mais en passant par qui? Pour rejoindre le push. Parce que lui-même, c'est un pushiste. Il passait par un mouvement populaire qui s'appelait la plateforme je crois que c'est Atebana.
Atebana, je crois que, je ne sais pas s'il prononce bien, c'est une plateforme qui est constituée, cosmopolite, qui est constituée de partis politiques et de mouvements associatifs. C'est sur justement cette plateforme que Paris voudrait s'appuyer pour mettre Ibeka dehors. Et pour lui trouver une alternative. Malheureusement, les Maliens ont anticipé parce que justement, ils ont compris qu'il y avait quand même un problème avec Paris et Ibeka. De ce point de vue, et quand justement les militaires arrivent aux affaires, l'actuelle transition arrive aux affaires, Paris, après les condamnations que nous connaissons, qui sont de façade et de circonstances, a fait pression, continue à faire pression pour un retour à ce qui s'appelle à l'ordre civil, l'ordre constitutionnel. Tout en empêchant justement à ces autorités de transition de négocier, n'est-ce pas, la stabilité du Mali, n'est-ce pas, de la stabilité politique et sécuritaire du Mali avec les fauteuils de troupes. Ce que Paris lui fait pas derrière, c'est-à-dire avec les mouvements MLA. Maintenant, il faut que Paris nous dise pourquoi est-ce que, et dans quelles circonstances, Sophie Pétronin a été libérée entre les djihadistes. Des mains de djihadistes, tant pour moi. Une opération qu'Ibeka n'a pas pu faire en son temps. Comment se fait-il que dès qu'Ibeka est libéré, est dégagé, les otages qui étaient depuis entre les mains des djihadistes sont libérés contre la libération de 200 djihadistes. Il faut bien que Paris nous dise la vérité. C'est important. Peut-être un jour ça va nous susciter une thématique pour qu'on y revienne. Ça, c'est le premier point que je voudrais soulever. Le second point qu'il faut relever, je note que depuis lundi dernier, le lexique des événements de Bamako a varié, a connu des variables. Nous partons du coup d'État, dans le coup d'État de Macron, selon Macron, nous partons du coup de force pour RFI. RFI qui parle désormais, non plus de coup de force, mais RFI nous parle des destitutions. C'est-à-dire que le lexique évolue. Pendant que l'ONU parle d'éviction, mais nous avons été les premiers à parler des limogeages. Claire. Et c'est justement d'un limogeage. Et le président Banekel a bien démontré qu'il s'agit d'un limogeage parce qu'en réalité, la personne qui amène Bandao et Mokhtar Wane aux affaires, c'est le colonel Assimi Goïta. C'est aussi clair que ça. Dans sa prise de parole, M. Macron parle d'une violation des institutions, entre autres. C'est-à-dire en filigrane, quoi. Il parle de la violation des institutions maliennes. Mais il faut quand même lui rappeler que c'est lui qui veut les institutions maliennes. Parce que lorsque ces institutions ne sont pas respectées par M. Bandao et M. Mokhtar Wane, les militaires prennent leurs responsabilités. M. Macron lui estime qu'ils n'ont pas le droit de veiller à ce que la charte de l'esprit et la lettre de la charte de transition soient respectées. Moi, ça me pose quand même un problème en tant que démocrate autoproclamé qui prétend être. Moi, ça me pose un très gros problème. Troisième chose, et je vais sortir par là, les événements qui se passent actuellement au Mali sont que la conséquence d'une situation que tout le monde connaît. Ça également, je l'ai dit hier. Parce qu'aujourd'hui, Paris a beau jeu souvent de nous amener dans la périphérie, alors que le problème de fond est là. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Niger, c'est ce qui se passe exactement au Tchad, ce qui se passe en Centrafrique. C'est-à-dire qu'ils sont les espaces très souvent contrôlés par Paris. Et ça pour origine quoi? Ça pour origine ce qui s'est passé en Libye. N'oublions pas non plus qu'entre 1968 et jusqu'à 2021, oui, le Mali a connu combien de coups d'État là? Je crois que c'est 5 coups d'État. Qui les planifiait? C'était Paris qui les planifiait, ces coups d'État. Donc, venir aujourd'hui prétendre qu'on condamne un coup dans les coups d'État, je crois que c'est fait preuve d'enfumage extraordinaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui que nous sommes, M. Macron nous amène à la périphérie, alors qu'il sait clairement que ce soit ce qui se passe de manière générale au G5, au Sahel, que ce soit ailleurs, mais ça trouve ses conséquences, ça trouve ses origines du côté avec l'assassinat, n'est-ce pas, de Kadhafi. Je l'ai également noté hier, je l'ai dit hier. Il faut également indiquer que le projet de Paris au Mali, c'est un projet de sécession, il faut le dire.
C'est-à-dire qu'il veut diviser le Mali en 2 États. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'État de Bamako et de l'autre côté vous avez un État de l'Azawad. Ouais. C'est-à-dire au nord du Mali. Mais moi je pense donc qu'aujourd'hui, il nous amène dans la distraction. Parce que le véritable problème de fond, c'est que est-ce que les forces françaises Barkhane qui sont au Mali sont capables de faire le travail pour lequel elles sont là, c'est-à-dire lutter contre le terrorisme? C'est pas possible. Ils savent que c'est pas possible. Ils ne pourront pas, ils n'ont pas les moyens de le faire. Or, les autorités de transition actuellement sont en train de tout mettre en œuvre. C'est-à-dire de tout mettre en œuvre justement pour non seulement s'engager dans les projets de développement pour que ceux qui recrutent les jeunes ne puissent plus les recruter pour aller alimenter les groupes djihadistes. Il faut également, elles sont également en train de mettre en œuvre, je parle des autorités de transition, elles sont en train de mettre en œuvre le projet de retour des services de l'État, là où ça n'existe pas, ou bien ça n'existe plus. Voilà donc, c'est ce bon projet, alors que Paris est en train de vouloir torpiller. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut donc que les Maliens comprennent une chose. Lorsque Paris commence à vous accuser de toutes les calamités de l'Égypte, ça veut dire que vous êtes dans le bon couloir. Lorsque ces gens-là vous félicitent, vous envoient les félicitations, ils vous donnent les prix Nobel de machin, faites gaffe. Donc, je peux sortir donc de manière provisoire de mon analyse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un devoir pour Assimi Goïta, qui n'est pas un civil, c'est un militaire, c'est un soldat. Il sait qu'un soldat ne reçoit pas d'ordre de quelqu'un qui ne connaît, qui n'est pas son chef. Et je crois que, en l'état actuel de la situation, des événements, le chef de Assimi Goïta n'est pas, à mon sens, M. Macron. Le chef d'Assimi Goïta, c'est le peuple malien. On vous a compris, Albert Anatola, ici. Mais pendant ce temps, André Christelle Fanga, il faut également rappeler à nos téléspectateurs une information que j'ai eue hier soir, une information d'ailleurs qui nous vient du Mali et surtout quand même des militaires maliens. On nous fait savoir qu'il y a, il faut le dire comme ça, des tractations pour assassiner immédiatement, il faut le dire, le colonel Assimi Goïta, car il devient justement gênant. Ben, je crois que c'est la stratégie bien huilée par Paris. Nous savons que... Et justement, ce matin, on nous a dit d'en parler très vite pour que tout le monde sache qu'il y a des tractations en ce moment. Il y a d'ailleurs un ancien ambassadeur, apparemment, qui est sur le coup pour assassiner Assimi Goïta dans les jours qui viennent. Ambassadeur de quel pays? De France. De Paris. Il faut préciser. Ambassadeur, ancien ambassadeur de France. Il faut préciser. C'est pour ça que j'ai trouvé pour ce débat un texte très important dans les Saintes Écritures. Jean chapitre 8, le verset 44. Macron a pour père le diable et il veut accomplir les œuvres de son père. Il est menteur dès le commencement. Il ment jusqu'à la dernière. Donc, même son bonjour est mensonger. Même le bonjour de Macron est mensonger. Quand je le dis, c'est pour comprendre le niveau. Parce que quand on dit peut-être jupitérien, les gens pensent que non, c'est un mot... Non. C'est lui-même qui s'est présenté comme ça. Oui, on sait. C'est pour simplement dire que je suis l'incarnation de mon père qui est le diable. Et si Macron est diabolique, incarne le diable, il ne peut qu'accomplir les œuvres. Que c'est la Bible qui le dit. Hein. Mais bien sûr. Parce qu'il ne veut pas que le CNC revienne également déclarer fort que... Je vous ai laissé dire en tout cas. Écoutez, si d'abord dans la position du système social africain, Macron est éliminé, c'est-à-dire quelqu'un qui épouse sa mère, c'est une abomination, ce n'est pas un péché. Pour les Africains, peut-être pas pour eux. Mais je dis bien, même chez eux, même pour eux. C'est une abomination. Parce que l'ensemble des règles moraux qui existent en Afrique existent aussi chez eux, ou bien a existé chez eux, mais eux, ils ont refusé de mettre cela en pratique. C'est pour ça que, vous savez qu'on a remis le Tears of the Sun dans le cinéma, dans plusieurs chaînes aujourd'hui, parce qu'au fur et à mesure que nous parlons ici, plusieurs jeunes, hein, il faut le dire, du câble également, ont pris l'initiative de remettre justement ce film pour que les Africains le voient. Pour qu'on nous dise que non, on est incapable de s'asseoir, de s'entendre, on est seulement habitué à nous tuer, et il faut que le Dieu blanc vienne nous sauver.
Et quand les Africains crient « Oh mon Dieu », Bruce Willis leur répond « Donc Dieu a déjà quitté l'Afrique. C'est nous maintenant votre Dieu. C'est nous votre sauveur. C'est nous qui venons vous sortir de la barbarie. Nous venons vous sortir de l'esclavage. » Merci, professeur Mbelek, de leur avoir rappelé que cette Afrique n'est pas cette Afrique qu'eux ils racontent dans leur télévision, dans leurs films et dans leurs histoires. Cette Afrique a été une Afrique digne, est toujours une Afrique digne. Une Afrique où il y a des rois, des princes, où il y a des principautés, où il y a des royaumes, où il y a eu des gens civilisés, où il y a des gens civilisés qui n'ont rien à voir avec l'animalité qu'eux ils ont là-bas, parce que c'est des animaux. Macron, c'est un animal. Quand tu es quelqu'un qui est le plus jeune de ta propre famille, toi qui es le père de la famille, même les enfants de de cette femme sont plus âgés que Macron. Donc, vous imaginez quelqu'un comme ça là va venir donner des leçons à qui? À quel Africain? Et une chose que vous devez remarquer, actuellement, dans la gouvernance européenne de la plupart des États européens, la plupart n'ont pas d'enfants. Macron n'a pas d'enfants. Vous allez Boris Johnson. Et je crois qu'il devait se marier ces jours-ci, quelque chose comme ça. Avec un homme? Non, bon, c'est celui du Luxembourg qui est marié avec, officiellement avec un homme, dont un couple. Donc, vous voyez les animaux, voilà le comportement animal. Dieu a déclaré qu'on ne les appelle plus monsieur et madame, monsieur. Ah, voilà. Donc, voilà le comportement, voilà les gens qui veulent venir nous donner des leçons. Le professeur Mbelek m'a montré son fils et sa belle-fille. Vraiment. Mais est-ce que ces gens-là peuvent nous montrer? Parce que vous allez retrouver tous leur profil social quasiment nul. Quasiment nul. Aux États-Unis, c'est grave. Mais je vous dis, c'est tellement poignant que nous, les Africains, on continue à regarder l'Europe ou bien l'Occident comme des modèles, alors qu'en réalité, ils ne sont plus rien du tout. Donc, le petit Macron ne peut pas venir donner des leçons à des vrais Africains que nous sommes. Ils ont planifié, ce n'est pas aujourd'hui, ils planifient tous ceux qui sont contre l'Occident. D'ailleurs, ils ont planifié aussi nos assassinats, hein, ça je vous le dis. On est au courant, ne vous inquiétez surtout pas. Et tout. Ils oublient aussi qu'on a aussi des gens là-bas que quand ils planifient, ils nous disent aussi que bon, faites attention à ceci. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'Assimi Goïta est la cible. Parce que s'il pouvait être assassiné, il devait être assassiné dès qu'il avait chassé Ibeka. Parce que la vérité, c'est que ils ont réussi à déjouer le plan français qui était déjà fait pour le Mali, pour mettre le Mali à feu et à sang, pour diviser le Mali. Donc, Assimi Goïta est venu mettre hors d'état de nuire ce projet. Parce que la vérité, c'est que la force Barkhane n'est pas une force pour lutter contre le terrorisme. Non, arrêtons ça. Plus jamais, ne parlons plus jamais de ça. C'est une armée d'occupation pour créer les terroristes, pour former les terroristes. Donc, en réalité, c'est une armée de terroristes. Donc, il faut considérer l'opération Barkhane comme une opération terroriste au Mali. Si je l'ai dit, alors les Maliens doivent s'attendre qu'ils sont en guerre et non contre les djihadistes, moudjahidistes et tous les djihadistes qu'on nous cite là. Ils sont en guerre contre une armée d'occupation, une armée de djihadistes qu'on appelle la force Barkhane. Donc, un seul instant, ils ne doivent plus avoir interlocuteur. La preuve en est, Barkhane tue les civils. Barkhane tue les civils en nous faisant croire que non, ils étaient en train de viser les bases terroristes. Ah bon, avec tout le matériel que vous avez. C'est-à-dire tue également les militaires maliens. Mais les militaires maliens, exactement. Vous avez des drones, vous avez tout le système de surveillance possible. Vous ratez la cible, vous dites que non, on visait une base terroriste, ça a raté, ça a pris quelques civils. Ah bon? Bon, quand ça s'est passé au Cameroun, peut-être, vous avez vu les ONG se lever, non? Oui. Vous avez vu Amnesty International, vous avez vu Human Rights Watch claironner, RFI prendre, France 24 prendre, et toutes les organisations démoniaques la prendre. Pour annoncer que non, vraiment le Cameroun, on tue les civils, on fait ceci, on massacre les civils. Quand l'armée française, c'est-à-dire l'armée terroriste djihadiste installée au Mali, a tué des civils. Plus de 5000 soldats français. Qu'est-ce qu'on a dit de ça? France 24 a fait quel reportage? RFI a fait quel reportage sur cela? Rien du tout. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons un combat contre des êtres maléfiques, parce que Macron, c'est un être maléfique. Il faut s'armer de toutes les armes nécessaires pour que ces genres d'individus ne puissent plus avoir la parole.
C'est pour ça que moi, je me suis étonné avec certains mystiques africains qui disent que non, vraiment, Macron est venu quand même au Tchad, non? Et vous avez suivi le discours du professeur Alpha Condé pour lui dire que ça ne se passera plus comme ça. Ça ne se passera plus comme ça. Mais pourquoi vous avez les abeilles? Vous savez envoyer le tonnerre, vous savez envoyer les abeilles, vous savez envoyer les souris, vous savez envoyer tout ça. Pourquoi vous n'avez pas envoyé les souris sur Macron, les abeilles sur Macron, pour que le criminel qui est venu fêter, danser devant le cadavre, son cadavre, vous ne lui faites même pas petit signe que tu es quand même chez nous en Afrique. Mais on ne l'a pas fait. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, Assimi Goïta ne peut pas être assassiné. Ça, c'est clair. Nous savons qu'il y a un projet d'assassinat sur Assimi Goïta et tous les autres militaires. Parce que la vérité, c'est que tous les services de renseignement, tous les barbouzes que la France a recrutés pour justement mettre le désordre, parce qu'il y a ils sont dans toute la zone sahélienne, ils sont entraînés au niveau de la Libye, ils sont formés là-bas et ils viennent avec des snipers français qui sont installés en Libye, parce que comme la Libye est devenue un no man's land, ils utilisent ce territoire-là pour justement commettre des gaffes, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit dans toute la zone au Tchad et tout le reste là. Donc ils ont ces mercenaires-là qui sont en travail. Nous pensons que nous devons protéger le peuple malien et c'est ce que nous faisons sur notre territoire. Et tout le peuple africain d'ailleurs. Hein? Non, le président Badakane a dit la victoire du Mali, c'est la victoire de l'Afrique. Ça, c'est clair. Et nous devons le savoir. Le combat n'est pas pour les États. Arrêtons les petits micro-États que nous avons formulés là. Non, nous parlons d'un continent. Merci encore, professeur Mbelek, parce que vous avez rappelé que c'est des royaumes, c'est des gens. Vous allez retrouver que la plupart de tous ces gens-là étaient dans un même territoire. Vous avez les grands royaumes étaient simplement administrés par des rois, mais chacun, on avait les mêmes coutumes, les mêmes us et coutumes. On avait les mêmes comportements, on avait les mêmes choses. Et tous ces territoires étaient occupés par des Noirs. Ce n'était pas occupé par des Blancs aujourd'hui où des gens sont dans le soi-disant le Maghreb qu'ils ont créé. On dit que non, c'est non, c'était des Noirs. Et aujourd'hui, l'une des choses importantes, parce que là, il faut qu'on le dise. On ne parle plus vous parlez du Congo. On oublie le Cameroun. Dans cette histoire, de manière historique, vous allez retrouver les faits historiques, que ce soit même biblique et tout. Pourquoi on appelle le mont Cameroun char des dieux? Ça, c'est ce que eux, les Occidentaux, ont dit, char des dieux. C'est eux, je crois que c'est les Portugais qui ont appelé char des dieux. Mais pourquoi on ne peut pas dire le char de Dieu? Et ce n'est pas pareil. Ce n'est pas, quand vous allez plus loin, parce que là, on fait l'analyse plus loin, vous allez retrouver que lorsque Moïse a rencontré Dieu, c'était au mont Sinaï. Bon, en Europe, on va vous faire, ou bien de l'autre côté, on va vous faire un semblant de mont Sinaï. Mais est-ce que le Cameroun n'est pas par hasard où se trouve le vrai mont Sinaï? Et quand vous allez plus loin, vous allez dans la communauté chez les Bassa, mon frère Jocelyn Goss, il y a un espace là-bas où il y a les pieds posés sur une pierre, sur un rocher. Oui. Encore Lituba. Oui. Bon, les mystiques africains, ils savent comment ils interprètent ça, mais ils ne peuvent pas comprendre la symbolique de cette chose. Le Cameroun est tellement dans cette configuration-là. Le Cameroun joue un rôle extrêmement important. Ce n'est pas pour rien que tout ce que vous voyez, toute la composante machiavélique, démoniaque, fait tout pour prendre le Cameroun en captivité. C'est ça. L'enjeu, c'est qu'il faut contrôler le char de Dieu et non le char des dieux. Le char des dieux, c'est là où se trouve toute la puissance. Tout ce qui peut sauver le monde. Les Américains veulent le Cameroun. Les Français veulent le Cameroun. Les Chinois veulent le Cameroun. Tout le monde veut le Cameroun parce qu'on veut contrôler cet aspect-là. Et ça, je crois que nous sommes encore priants parce que nous gardons encore ce brin d'humanité qui ne laisse pas ces terroristes. Macron, c'est un terroriste, il faut se le dire clairement. Tous les autres, c'est des terroristes. Les Occidentaux sont des terroristes. Donc, il faut protéger ces grands empires-là que nous avons connus, c'est-à-dire l'empire du Mali, l'empire de l'Éthiopie, le Congo et tout le reste là, parce que l'avenir du monde se trouve chez nous. Merci. Si on ne le protège pas, on a perdu la mission divine que Dieu nous a donnée.
Merci beaucoup, André Kissefanga. Président Barakani, il ne faut pas également oublier que depuis les années 60, il y a un gros projet justement dans le Sahel qu'on appelle l'OCRS, l'Organisation commune des régions israéliennes, et que jusqu'à preuve de contraire au 21e de la région Sahara, justement, et que le projet aujourd'hui d'Emmanuel Macron et surtout des Occidentaux, c'est de diviser entièrement et totalement le Mali, faire partitionner justement le Mali pour en faire une zone 2 États. Ben, il y a eu débat ici. Oui. Voilà pourquoi nous revenons, justement, sur l'OCRS. Parce que c'est le projet. Voilà la cohérence de nos débats. Justement. On a parlé de ça ici. Mais c'est le projet. Oui. C'est le projet de M. Macron, c'est le projet de ses patrons. Oui. C'est ça le projet. Et à défaut de le faire physiquement, ils veulent le faire par un faux fédéralisme, oui. Une fausse régionalisation. Il parle même de projet de réorganisation. Tout à fait. On mettait en avant des paravents, soi-disant, régionaux, oui. Comme la Zawa, mais portés par des noms là maintenant. Orano, comme Aro, qui sont justement les patrons de la zone. C'est le projet. C'est ça qui est en cours. C'est pour ça que les Français font passer pour des djihadistes. Ils habillent leur militaire. Simon Elliott, qui était d'ailleurs. Ils habillent leur militaire en djihadiste. C'est ça le projet, mon cher. Donc ce n'est pas un projet. C'est déjà là. Ce n'est même plus un projet. C'est ça qui est en cours. C'est ça qui est en cours. Et vous comprenez pourquoi M. Bazoum peut se lever contre le Mali. Et vous allez comprendre pourquoi on a tout fait pour béatifier Issoufou. Alors qu'il a un bilan nul, totalement. Nul. On a voulu le béatifier. Et le bilan, c'est quoi? J'ai fait 2 mandats, je suis parti. Mais on ne dit pas qu'il a positionné son fils au ministère le plus stratégique, le pétrole et l'énergie. Oui. Et que c'est lui et le Drian dans une chambre qui ont décidé de placer M. Bazoum au pouvoir. Vous savez que si les élections qu'il y a eu au Niger avaient eu lieu dans notre pays, Paris aurait le mieux ciel et terre. Ce n'est pas une élection qu'il y a eu au Niger. Vous le savez, ce n'est pas une élection qu'il y a eu au Niger. On a d'ailleurs vu un président de transition, enfin, quelqu'un remplacer, on ne sait même pas comment on appelle ça, bon, prendre le pouvoir à la place d'un autre et aller se faire adouber à Paris. Tout à fait. Il y a eu des contestations terribles au Niger. Ça a même failli basculer dans un coup d'État. Mais pourquoi Paris a fait silence sur cette affaire? Alors qu'ailleurs, 2 personnes se réunissent dans une chambre et contestent une élection, le monde entier prend l'affaire. Le monde entier prend l'affaire en main. Il y a la communauté internationale autoproclamée. Pourquoi sur le cas du Niger, il y a eu un silence total? Pourquoi? Alors qu'il n'y a pas eu d'élection au Niger. C'est M. Le Drian dans une chambre. Il s'est réuni là-bas avec Issoufou et Bazoum. Ils se sont transformés en peuple nigérien. J'espère qu'ils ne se sont pas enflammés là-bas. Non, je ne voudrais pas... il ne faut rien exclure. Vous voyez, ils se sont transformés en peuple nigérien souverain. Ouais. Ils ont placé Bazoum au pouvoir. Pourquoi? Vous voyez le rôle géopolitique de Bazoum. Déstabiliser le Mali. Parce qu'ils sont à fond dans l'affaire de l'Azawad. À fond. Ça permet de faire tout le trafic d'otages, d'arracher l'argent aux gens, des rançons. C'est les partager, tout, protéger les djihadistes. N'est-ce pas? 200 djihadistes libérés. Ce n'est pas seulement le cas. Quand l'armée tchadienne veut finir avec les djihadistes, la France au bloc, on va entrer à Kidal. La France au bloc, mais les gens, vous voulez quel genre de preuves? C'est tellement fragment. Moi, je voudrais insister sur quelques aspects pour approfondir mon analyse sur la criminalité internationale et démontrer dans quel niveau d'abjection nous nous trouvons, mon cher gosse. D'abord, le personnage Macron. Macron, c'est un putschiste. Quand Croizat le dit, c'est pas la blague. C'est un putschiste. Par le biais d'une fausse pandémie, M. Macron a mis depuis pratiquement plus d'1 an et demi, entre parenthèses, les institutions de la République française. Est-ce que les gens le savent? La France est gouvernée par exception depuis au moins bientôt 2 ans. Pour Belek. L'exception, au trop dans les principes juridiques et constitutionnels, l'exception c'est au trop 3-6 mois. Ça fait pratiquement 2 ans que la France est sous état d'exception. Et M. Macron, sur la base d'une lecture personnelle, quand il veut dire personnelle, d'une lecture de classe de la pandémie qu'ils ont organisée, a mis entre parenthèses l'institution de la France. Et la France est désormais gouvernée par une affaire qu'on appelle comité scientifique.
qui donne des arguments à M. Macron pour justifier tout et du n'importe quoi. Ça, c'est pas un putsch. Les hommes politiques français le disent. Les hommes politiques français le disent. Vous suivez M. Asselineau, vous suivez celui qui était dans l'ancien partisan de Marine Le Pen, comment on l'appelle encore? Philippot. Philippot, Solon Philippot, et d'autres, vous le dites tous les jours, la France, c'est un putsch. C'est un putschiste, mon cher gosse. Mon cher gosse. C'est un putschiste. Qui a parlé? Qui a parlé? Qui parle Personne, jusqu'à preuve de contraire. Qui parle de ça? Et voilà le président qui donne les leçons. Qui donne les leçons. Monsieur Macron a un niveau d'incompétence jamais vu dans l'histoire de la France. Incompétent. Il est incompétent à gérer l'État. Incompétent. Et l'affaire des gilets jaunes le démontre. Les gilets jaunes, classe moyenne en France, ce n'est pas, quand on parle de gilets jaunes, les gens parlent, ce ne sont pas les pauvres Français, ils ne sont pas les derniers de la classe, au niveau des hiérarchies sociales, ou bien des catégories sociales. Les gilets jaunes font partie de la classe moyenne, des gens qui avaient un niveau de vie garanti avant, élevé. Les gilets jaunes, dans tous les pays, ont marché pour dire qu'on n'arrive plus à vivre avec nos revenus. Ça ne va pas. À cause des politiques mises en place par M. Macron. Une accélération de la pauvreté, de l'appauvrissement des Français. Surtout de la classe moyenne, parce qu'il y a des Français pratiquement qu'on a déjà oubliés depuis. Leur revenu, c'est l'humanitaire. C'est la charité publique en France. Cela, on ne parle même pas d'eux. C'est-à-dire qu'il faut trouver un nouveau nom. Parce que même ils ne sont même pas déclassés. Pour être déclassé, il faut avoir été classé. Donc ils n'ont même pas, on ne peut même pas les classer. Mais des gens comme les gilets jaunes, qui étaient le symbole de la prospérité française, c'est-à-dire la classe moyenne, qu'on nous a tant vanté, M. Macron les a mis à terre. Et quand ces gens ont commencé à exercer la culture française démocratique, puisqu'on nous a dit que c'est un pays démocratique, ils ont été massacrés. Je dis bien massacrés. M. Macron a sorti l'armée. Massacrés. M. Ngoz, il dit massacre des gilets jaunes. Qui a parlé, mon cher Ngoz? Où est tout le monde pour parler? Mais où était ce monde-là si attaché aux droits de l'homme pour Sebelec? Pour parler de ça. Ils viennent de liquider des milliers de vieux en France, par légalement la loi sur le Rivotril. Qui en parle? Quel est le président africain qui a fait ça? Quel est le président africain qui a un tel bilan qui a fait ça? Liquider les vieillards par Rivotril. C'est démontré aujourd'hui, c'est démontré légalement. Et c'était pourquoi? C'était pour régler la question des caisses de la retraite. Des retraites. Vous voyez par quelle méthode on règle les problèmes? Un problème économique. Liquidation des vieux. Monsieur Macron, mon cher Ngoz, c'est un traître au pays qu'on appelle la France. Il a trahi la France. C'est pour moi que je le dis. Vous avez près de 3000 militaires maintenant qui ont signé les tribunes. Mais imaginez qu'en Afrique, 3 militaires signent une tribune. Ça aura fait le tour du monde. Hein. Non, vous êtes. Non, soyons précis. Il devait passer matin, midi, soir, RFI, France 24. Ils sont plus de 20 000. Bon, non. Le dernier décompte donnait 20 000 militaires. Non. Et 50 généraux. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être moins. Je ne crois pas qu'ils reculent. Non, j'ai parlé de la face visible. Là, maintenant, on me donne une information récente. C'est-à-dire, et là, je n'ai pas d'active. Hein. Parce que vous mélangez, vous mélangez tout. Moi, je n'ai pas d'active. Oui, là, je parle d'active. Okay. Parce que vous mélangez des non, la précision est bonne. Voilà. Non, je parle d'active. Okay. C'est-à-dire que ces gens-là, imaginez qu'en Afrique, 3 militaires, n'est-ce pas, pondent une tribune. Que fera RFI France 24? Ils vont le récupérer, vont le présenter en héros de la démocratie. Mais vous avez 3000 militaires qui désignent le président de la France comme étant un traître. 3000 militaires d'actifs. D'actifs, clair. Et qui disent que c'est l'esclave de Rothschild. C'est-à-dire qu'ils reprennent ce que nous on dit ici chaque matin. Parce qu'il y a quelques années, quelques mois passés, on a président fait des diplomatiques. Ça frise la théorie du complot président. Tu sais, tu es un leader d'opinion important. Attention à ce que tu dis. Bon, maintenant, j'espère que ceux-là vont dire aux militaires français qui font du complotisme. Les militaires français sont des complotistes. C'est écrit, la tribune est assumée. Mélenchon les accuse de complotisme. Mais c'était pas ce monsieur. Il y a longtemps que tout homme politique serait de prendre ce monsieur. Monsieur, plus que 20 minutes pour sortir de cette édition. Alors, on y va rapidement. Sur le plan diplomatique et juridique, c'est là où je fais une démonstration. Oui. Monsieur Goff, il y a des notions qui ont été convoquées ici qui sont importantes. L'éviction, la destitution. Quelle est la situation
au Mali. M. Macron lui-même dit coup d'État dans un coup d'État. Il y a des mots que quand quelqu'un prononce, ça le trahit. Hein. Bon, la catégorie coup d'État dans un coup d'État, ça a quelle signification dans le jargon diplomatico-juridique international? Non, je reprends. Je vous ai dit, il faut qu'on soit, professeur Bellec, vous êtes un savant. Il y a des choses quand ça sort, ça dénote à qui on a affaire. Quelqu'un est pris en flagrant délit de banditisme diplomatique à Mondovision. Et c'est lui-même qui le dit. Dis-moi, M. Ngo, la catégorie coup d'État dans un coup d'État signifie quoi dans le jargon juridique international? Pourquoi l'ONU s'en mêle? Et je vais y venir, pourquoi l'ONU s'en mêle? Vous verrez pourquoi ce dossier ne va pas arriver à l'ONU. Ça ne va pas arriver à l'ONU. M. Guterres soigne ses relations avec Macron, ce sont des complices. Mais ce dossier ne peut pas atterrir, ça ne peut pas atterrir à l'ONU. C'est pour ça qu'il parle de sanctions ciblées. Il veut entraîner derrière lui d'autres pays. En fait, la France est isolée. Dans cette affaire, la France est isolée, en réalité. Elle est isolée, mais il veut tirer de force les Allemands et consorts. Et en le faisant, il expose au monde entier non seulement son ignorance, et sa nullité, n'est-ce pas, en matière d'analyse des relations diplomatiques. Dites-moi ce que veut dire en droit international coup d'État dans un coup d'État. Mais il ne voulait pas dire ce qu'on a dit. Éviction et destitution. Parce que sur le plan diplomatique, mon professeur Bellec, la France, comme les Européens et les Occidentaux, sont attachés à des valeurs démocratiques. Ce sont les valeurs cardinales, n'est-ce pas, de leur pays. Vous disiez la charte de l'Union européenne, c'est clair, la démocratie. Mais le peuple, on magnifie là-bas le peuple. Mais le mouvement qui a amené ces militaires au pouvoir, c'est un mouvement quoi? N'est-ce pas, au Venezuela, il y a eu moins que ça. Ils ont dit que le voyou qu'on appelle Juan Guaido est reconnu comme président du Venezuela. Au pour les Américains, lui ont placé l'argent du Venezuela dans un compte soi-disant géré par M. Juan Guaido. Il faut rappeler ça au monde entier. Pour si peu, non, Mali, c'était un mouvement populaire puissant. Puissant. Donc, est-ce qu'on peut qualifier un tel mouvement, d'après les valeurs occidentales, européennes et françaises, de mouvement putschiste? Non. Donc, sur le plan de la diplomatie, il y a un problème qui est ingérable. Il y a un problème qui est ingérable. Deuxièmement, si on parle de coup d'État, ils ont légitimé ce coup d'État. Puisque M. Macron a régulièrement invité le président de la transition à l'Élysée et dans les instances internationales, se vantant même d'être son parrain. Coup d'État dans un coup d'État. Sur le plan du droit international, mais c'est quand même très grave. Vous voyez que non, c'est un dossier vide. On ne peut pas amener ce dossier. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va mener à l'ONU? Les Allemands qui ont parlé, bon, pour Joe Biden, je comprends. Joe Biden, je vous dis qu'il ne connaît pas la route qui vient dans son bureau. Tout le monde le sait. Mais comment l'Angleterre, ces pays-là, se retrouvent toujours comme ça, dans des crimes en plein jour comme ça, sans état d'âme? Sans me réfléchir. Je pense que ces pays-là ont des experts. Ils ont des grands juristes dans leur cabinet, Jocelyn Gauss. Ils ont des grands constitutionnalistes pour au moins dire à leur président, attention, où vous allez mettre les pieds, ou bien te battre en Afrique. On est dans quoi là sur le plan diplomatique? On est dans quoi là sur le plan juridique au niveau international? On est dans quoi? Banditisme d'État en plein jour, en flagrant délit. Donc, M. Macron, s'il est sage, et son secrétaire général de l'ONU, lui là c'était. Les Africains ont classé ce type-là. Ils doivent se taire. Parce que ce soit en droit, que ce soit dans les usages diplomatiques, dignes de son nom, c'est qu'on va leur faire honte à l'humanité. C'est une honte. Comment en plein jour? Mais hier, je termine par là, vous me demandez de chuter. Hier, quand on venait nous coloniser, quand on venait nous esclavagiser, on peut dire que, ok, l'humanité était dans un certain niveau de ténèbres. Difficile de communiquer entre nous, les distances, tout ça n'était pas encore aboli et tout. Et parlons comme ça. Les connaissances au niveau du monde n'avaient pas atteint un niveau de propagation. Mais dites-moi comment on peut qualifier des gens qui colonisent en plein jour, qui engagent des dynamiques de colonisation en plein jour, sans aucune honte, et qui disent au monde entier, nous sommes en train de recoloniser ces gens. Et on vous dit un matin qu'il y a une charte des Nations Unies. On vous dit qu'il y a une organisation qu'on appelle l'ONU qui incarne les valeurs universelles. L'Afrique n'a pas d'autre choix, M. Go. Nous sommes en guerre. Tous les moyens doivent être utilisés pour remporter cette guerre.
tous les moyens doivent être utilisés pour mettre M. Macron hors d'état de nuire. C'est ça qu'il s'agit. Je dis bien, tous les moyens pour le mettre hors d'état de nuire. C'est seulement à ce prix-là, n'est-ce pas, que nous allons remporter ce combat. Et nous sommes en train de le remporter. Merci beaucoup, Président Badakani. Messieurs, je vais vous accorder 4 minutes à chacun pour sortir de cette édition de DBS Matin. On va également faire un coucou à Shérif qui nous suit depuis le Canada. Il faut le préciser également. Il aurait voulu participer à cette édition même à distance, avec vous d'ailleurs. Il me dit à l'instant qu'il veut exploser, que son cœur bat tellement qu'il a envie d'exploser. Il est au Canada, il veut participer à une édition de DBS Matin avec vous. J'espère qu'on aura le temps, parce que de ce côté là-bas, il m'a dit qu'il est 3 heures, actuellement 4h12 minutes. Je serai honoré. Très honoré d'ailleurs, Président Badakani. Je vais me tourner vers vous, Dr Jean-Paul Mbelek. Je vais prendre l'une des réactions de Jean-Yves Le Drian. Il dit, nous allons provoquer la réunion ce matin, heure de New York, pour prendre en considération la grave situation au Mali. Ce sont les déclarations de Jean-Yves Le Drian. D'après vous, les Français sont-ils devenus des Africains ou alors, finalement, les problèmes des Africains les intéressent tant? On a déjà répondu tout à l'heure, il n'a pas honte, c'est tout. Ce sont des gens qui n'ont pas honte. Le président Badakani vient de montrer là que c'est Macron qui veut initier un coup d'État. Et que ça n'a pas de légitimité. Ça ne peut pas être examiné légalement à l'ONU. Oui. Coup d'État dans un coup d'État. Président, moi je vais faire une autre lecture pour appuyer encore un peu plus dans ce sens-là que tu viens d'initier. C'est que lorsque Macron il parle d'un coup d'État, il rajoute que c'est inacceptable. Ce qui est inacceptable, c'est le coup d'État dans le coup d'État. Mais le coup d'État simple était acceptable puisque c'est la dernière action qu'il a condamnée. Voilà. Dans l'action précédente qui était le coup d'État est acceptable. Et ça valide dans ce que le président vient de dire. Bandao était son pion. Son poulain, non, tu as dit quoi? Il a même dit que c'était son protégé. Son protégé. Bon, tu as utilisé un autre mot, mais ça revient à dire protégé. Son protégé. Voilà, ça revient à dire ça. Mais tu avais utilisé son parrain. Oui, un truc comme ça. Lui, le parrain de Bandao. Voilà, et qui parrain de Bandao. Ouais, absolument, Bandao. Donc, c'est clair. En fait, nous que les Macron prennent, nous les Africains, hein, ils prennent comme des gens illogiques. Vous voyez que la logique, les sciences mathématiques, c'est nous. Moi, je dis bien que nos civilisations, tu vois que lui, sa raison est presque nulle. Hein? Donc, quand Hegel déclare à la face du monde que l'Afrique est ahistorique, n'en parlons plus, même ces grands philosophes, ou alors philosophie ne veut rien dire pour nous. Vous voyez qu'ils sont nuls, ils sont pas dans rien d'exceptionnel. Alors, donc, ça va faire pchit à l'ONU. De toute façon, c'est pas là qu'on attend les choses. Président, Bandao? Non, oui. Pas Bandao. Non, pas Bandao. Quel Bandao? Assimi Goïta, le colonel. On l'oublie. Assimi Goïta, oui. Donc, il faut seulement aller plus vite. Comme jusqu'à présent, ils ont anticipé, soit aller vite. Rapidement faire cette lettre à la Russie, recevoir son aide militaire, et si besoin, d'en faire venir. Il y a justement des tractations là-dessus, hein, et forcément, cette tractation doit aller encore plus vite et accélérer par rapport à ceux qui veulent assassiner, soi-disant. Ils n'assassineront personne. D'ailleurs, je vais le dire ici. Président, on est en guerre. Il faut que ça sonne dans l'univers entier. Nous, les Africains, ça fait déjà des siècles. Mais ces dernières années-là, c'est encore plus chaud. Nous sommes en guerre. Si le reste du monde pense que la guerre mondiale n'est pas encore déclarée, qu'il n'y a pas de guerre pour eux, pour nous, les Africains, la guerre est là déjà. Nous sommes en guerre. Pour nous, c'est même une guerre, ça vaut la guerre mondiale. C'est une guerre de libération totale et définitive. C'est la guerre que nous devons mener pour libérer tout le continent. Voilà. Tous les aspects coloniaux, on doit tout nettoyer. Voilà. Y compris la corruption des mœurs. Alors maintenant, pour revenir à notre question, Bandao n'a rien à craindre. Assimi Goïta, ok. Je ne sais pas. Vous étiez déjà habitué, ne vous inquiétez pas. Il y a la 5G là qui commence à franchement, 2 fois de suite. Je parle d'Assimi Goïta. Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta. Voilà. Non, il ne peut pas t'assigner, parce que moi, je préfère le dire ici. Hein. Comme nous sommes en guerre. Bandao et le Premier ministre ont été limogés. Vous devez le savoir. Ils ont été limogés, voilà. Le vrai patron. Pour faire le dire. Le vrai patron. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est le terme utilisé sur le continent. Ici, on dit bien ce matin, ils ont été limogés. Voilà, ceux-là sont limogés. Voilà. Alors, c'est ça qui est grand droit. Absolument. Voilà. Moi j'ai l'impression que les Macron, là, ils sont aveugles. Pourquoi ils sont aveugles? Ils sont toujours aveugles parce que quand on est dirigé, on est un pantin. Chose de Rothschild. Quand on est dirigé à l'extérieur, on peut jamais. Sa propre intelligence n'est pas opérationnelle. Puisqu'il doit exécuter les ordres.
Donc on peut dire que on dirait qu'ils ne vont pas nous écouter, parce que les autres prioritaires sont ceux des talmudistes. Mais je tiens quand même à leur dire, une fois de plus encore, que Assimi Goïta ne peut pas être assassiné, surtout par la France. Oui. Parce que déjà, ce serait trop flagrant. Le monde entier est déjà au courant. Si ça vient là, même un petit cheveu seulement est touché. Nous savons déjà que c'est la France. Mais je vais dire des choses, il faut qu'ils comprennent. S'ils attendent que ça arrive, ça finit par arriver. Hein. S'ils touchent seulement à un seul cheveu et que ça brûle Assimi Goïta et ses collaborateurs, et même le peuple malien, leur propre tête, qu'ils n'oublient pas qu'elle est mise à prix. Elle sera mise à prix. Elle est mise à prix. Elle est déjà mise à prix. Je ne donne pas cher de leur peau. Macron ne saura même pas où se cacher. Parce que même les Africains qui croient qu'ils travaillent pour lui, à tout moment, on a vu que même des traites peuvent se retourner. Tout à fait. Donc, quand il est à côté d'un Africain, qui sache que même en France, il n'est pas en sécurité. Non, monsieur Ngo. Non. Les gens nous déclarent la guerre. Hein. C'est pas nous. On le doit se défendre. On se défendre. Et nous rappelons à la France, à M. Macron, que il y a les Africains dans sa chambre où il dort. Absolument. Où il dort. C'est-à-dire, la France, c'est un pays que nous avons fabriqué. La France, c'est un pays que nous avons fabriqué. Comme nous avons fabriqué les États-Unis, tous ces pays-là. Ça ne va pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de créer des conditions où des activations vont se faire. Pour que les hommes, comme il a dit, un Africain, un dirigeant africain qui tombe par les mains françaises, un dirigeant français doit tomber. Merci. Ça doit être clair. Hein? Laissez terminer. Peut-être encore 30 secondes. Oui. Pour dire que Macron, il est en train de jouer son mandat. Parce que la question de est-ce qu'il sera élu, la réponse... Il est déjà dans une opération de charme actuellement. La réponse est non. Oui. La réponse à la question est-ce qu'il sera élu, elle est non. Oui. Macron, Marine Le Pen, pour une fois, l'extrême droite sera au pouvoir. Donc déjà que lui, il le sache déjà. Mais Taïa a déjà dit ça. Bon, voilà. Donc déjà, si Macron était seulement candidat et face à Marine Le Pen, qu'il sache que ça sera pour la dernière fois. Les Français ne peuvent plus voter pour lui, que ce soit clair. Donc il est en train de chercher un mandat. Sauf que c'est un mandat de malheur. Parce que lui, il ne peut pas être réélu. Donc il aura beau faire tout le meilleur travail pour ses patrons, il ne peut avoir qu'un mandat. Et dans ce mandat, il ne sera pas réélu. Il est condamné d'avance. Messieurs, jusqu'à preuve de contraire, je me tourne vers vous, Albert Anatole Haïssi. On le sait désormais, Mokhtar Ouane et sans oublier Mbandao ont été limogés. Ils sont toujours retenus. Pendant ce temps, on va dire également qu'ils attendent de former un nouveau gouvernement. Déjà, je voudrais répondre à une question majeure. Pourquoi est-ce que Macron s'agite? Il faut préciser que si la France a une place au Conseil de sécurité de l'ONU, sur du fait des activités criminelles sur le continent africain, c'est sa présence militaire et son influence entre guillemets diplomatique. Parce que si la France n'a plus cette influence militaire et diplomatique sur le continent africain, parce qu'il faut quand même se dire que l'enveloppe des interventions militaires françaises sur le continent, c'est plus d'1 milliard d'euros par an. C'est énorme. C'est plus d'1 milliard d'euros qui coûtent cher aux contribuables français. Donc, lorsque vous voyez donc un pays qui met autant d'argent pour financer ses expéditions militaires hors de son territoire, ça veut dire qu'en fait, il faut absolument consolider sa place au niveau de l'ONU. Parce que si cette activité-là vient à disparaître, sa présence ou sa place comme membre permanent au Conseil de sécurité, ça n'existe plus. Tout à l'heure, vous me demandiez pourquoi est-ce que le président dirigeant français parle avec beaucoup de paternalisme aux dirigeants africains. Mais c'est eux qui veulent être traités comme tels. Lorsque, je vous prends un cas, M. Macron débarque à Gao. Et il est reçu au bas de la passerelle, non pas par les militaires maliens, mais par les militaires de la force Barkhane. C'est-à-dire qu'il fait la revue de troupes sur un territoire étranger. C'est-à-dire qu'il fait la vue des troupes françaises en territoire étranger. Nous sommes là le 19 mai 2017. Ça, c'est important. Maintenant, quand ils arrivent à la fameuse réunion de Pau, vous voyez comment il a traité les pays, les dirigeants des G5 Sahel. Et c'est le président qui est obligé d'aller le retrouver à Gao. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il les a traités à Pau? Comment est-ce qu'il a traité Ibeka à Pau? Mais il n'y a pas eu de réaction.
C'est convocation. Je dis bien que c'est eux qui veulent se faire traiter comme ça. Si le CNC avait dit quoi à l'époque? Rien. Le CNC. Du tout. Rien. Il y a un truc au Cameroun qu'on appelle CNC. Du tout, non, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu ça, à la télé. Alors, c'est pour faire comprendre que lorsque on arrive à ce niveau où un dirigeant, le dirigeant d'un pays qui est pauvre, ça il faut le dire, la France est pauvre, vient à parler avec beaucoup de condescendants, de paternalisme, d'arrogance même, un dirigeant d'un pays qui nourrit, qui a construit la France, qui nourrit la France, c'est que c'est vous qui avez aspecté ça. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à votre question, je crois qu'il est fondamental de comprendre une chose. L'Afrique est à la croisée des chemins. Ce qui se passe du côté du Mali, ce qui se passe du côté du Tchad, ce qui se passe du côté de Centrafrique, c'est révélateur de cette prise de conscience. Ça veut dire que le travail d'éveil de conscience que nous faisons chaque matin dans le cadre de cette tribune fait bouger les lignes. Et M. Macron, je crois que c'est le docteur Mbele qui l'indiquait, il est en pleine campagne électorale. Et il fera feu de tout bois pour obtenir son second mandat. Quitte à assassiner, parce qu'il est question qu'il assassine encore un dirigeant africain, c'est faut le dire. Il appartient donc maintenant au peuple africain de prendre ses responsabilités. J'ai l'habitude de dire que la lutte dans laquelle nous sommes engagés n'est pas la lutte des dirigeants. Non, pas du tout. C'est la lutte des peuples. Parce que ces dirigeants-là ne sont pas toujours l'émanation de la volonté légitime du peuple. Ce sont leurs pions. Ils se tiennent dans leurs deals, dans leurs contrats, dans leurs accords. C'est pour ça que très souvent, M. Macron peut dire à M. Ibeka que Allah, je m'en fiche, c'est pas ma tasse d'été. Allah, c'est pas sa tasse d'été. Je sais pas si vous comprenez un peu que Allah, c'est pas sa tasse d'été. C'est-à-dire qu'il n'a aucun respect pour la fonction que Ibeka incarnait comme président du Mali. Ça veut dire que, en réalité, pour lui, Ibeka, c'est un Africain comme un autre. Un citoyen lambda. Donc, il n'a aucun respect pour cette fonction-là. La preuve, c'est que quand il s'adresse même aux dirigeants africains. C'était diplomatique. Non. La preuve, c'est que quand il se tient sur son pupitre et qu'il s'adresse à un dirigeant africain, notamment du côté de l'Afrique subsaharienne, mais il parle comme s'il avait affaire à ses élèves. Dans un amphithéâtre, bien un étudiant. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est à nous de changer ce paradigme-là. C'est de leur faire comprendre que, monsieur, vous devez nous respecter. Et si vous ne nous respectez pas, ne vous respectez pas. C'est comme ça. Parce que ça, c'est important. Et ça aussi, ça se mérite le respect. Parce que si vous avez des dirigeants qui vont tout le temps faire la manche, soit au guichet du Trésor français, soit au FMI, à la Banque mondiale, eh bien, ça ne mérite aucun respect. Donc, il faut donc à un moment donné, engager une rupture. J'ai bien une rupture violente, parce que là, il n'y a pas de diplomatie. Je vous dis que la France ne peut pas partir du Mali. Ils savent que la guerre qui sont censés mener au Mali ne mènera nulle part. Aura un mauvais dénouement. Ils feront peut-être 100 ans là-bas, en tout cas des siècles. Ils ne vont jamais arriver à manger du djihadisme, puisque c'est ça le prétexte. Mais en même temps, il faut se dire une chose. Comme je l'ai dit hier, il faut que les Maliens dégagent la présence française de ce côté-là. C'est leur responsabilité historique. Merci beaucoup Albert Anatola ici. André Kizelfanga, il y a un pasteur qui me crie depuis le Togo, il me déclare une chose simple, c'est que, eh bien, la défaite, il faut le dire comme ça, de la France en zone CEMAC, ou alors en Afrique centrale, viendra de la République centrafricaine, et la défaite de la France du côté de l'Afrique de l'Ouest viendra du Mali. Vous également, vous êtes d'accord avec ça? Ben, je crois que la défaite de la France est déjà actée. Ça, c'est acté depuis longtemps. Oui. Parce qu'au niveau de certains dirigeants, on a déjà pris position. Je crois que Idriss Déby en a payé les frais de sa position contre la France. Ça, c'est clair, c'est authentique. Parce qu'il a dit, on ne nous donnera plus des leçons. Nous ne sommes plus des gamins. Et il savait à qui il parlait. Oui. Et deuxième chose que je peux dire par rapport à ça, la France elle-même a créé sa propre défaite. Parce que vous ne pouvez pas continuer à parler avec condescendance à des gens qui vous nourrissent, qui vous habillent, qui vous permettent de vivre. Parce que quand
vous avez, s'il y a de la lumière en France, c'est à cause de Orano. Non, de l'uranium du Niger. L'uranium du Niger, Oui. volé par Orano. Vous voyez un peu? Areva, tout ça, c'est les bonnets blancs. C'est les mêmes gens. C'est la même structure, ils ont changé de nom. Si la France continue à avoir quelques billets de banque, c'est à cause du compte d'opération de ces pays africains-là qui utilisent le franc CFA. Si la France continue à avoir quelques ressources humaines assez importantes, c'est à cause de ces jeunes Africains qu'il a pris de force et qu'il a peut-être changé de posture. Donc, nous pensons que la France a créé lui-même le venin qui va l'empoisonner, qui va le tuer. Pourquoi? Parce que Macron s'étonne pourquoi le sentiment anti-français grandit en Afrique ou bien a pris du volume. Quand un soi-disant président d'un État français se met à la télé et dit, bon, ok, ils viendront m'expliquer, c'est-à-dire les présidents du G5 Sahel vont venir ici m'expliquer pourquoi il y a le sentiment anti-français. Ils viennent expliquer leur position. S'ils ne veulent plus de la France, qu'ils nous disent. Bon, on ne veut plus de la France. Non, le thème que tu sais que il veut des clarifications. Des clarifications, exactement. Bon, maintenant nous le disons, nous on ne veut plus de la France. Monsieur Macron, nous ne voulons plus de la France en Afrique. C'est terminé. Donc, il ne faut pas qu'il nous dise, il pense que c'est aux dirigeants qu'il va demander. La preuve en est, les peuples, c'est le combat des peuples. Ce n'est plus le combat des dirigeants. Que ça soit au Mali, au Sénégal, au Cameroun, en Centrafrique, un peu de partout. Les peuples parlent partout. Les peuples sont en train de parler partout. La France, c'est terminé. Au revoir. Nous n'avons plus besoin de vous. Parce que vous ne pouvez pas nous avoir torturés pendant près de 70 ans. Des siècles. Je prends juste la période d'indépendance. Avec la complicité des Nations Unies. Mais bien sûr. Voilà, il faut bien le préciser. Organisé par les Nations Unies. Organisé. Parce que c'est un partage. Ils se sont assis, ils sont partagés. Ils ont dit, bon, ok, la France, on vous fait cadeau de l'Afrique. Est-ce qu'il faut en dire rien de plus? Parce que s'il y avait vraiment les Nations Unies, ils auront dit beaucoup de choses. Quand un dirigeant français se place dans... Peu importe ce que ces Français ont fait, j'irai là-bas les chercher. Ça, c'est Nicolas Sarkozy. Je vais les ramener. Je vais les ramener en France. En France. C'est le même ton que M. Macron utilise actuellement au Mali. Non, en Centrafrique. Même en Centrafrique et un peu de partout. C'est le même ton que M. Macron utilise. Il dit non. C'est inacceptable. Quand il y a un coup d'État dans un coup d'État. Donc, il a d'abord validé le premier coup d'État. Donc, c'est lui, le premier criminel. Mais, je voudrais faire une légère digression en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara nous annonce qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Macron fait un tweet. Félicitations. Il a encore annoncé? Non, j'ai dit... il dit... Si je te bouffais sourire, félicitations. Voilà le meilleur démocrate de toute l'Afrique qui existe. C'est un modèle. C'est un modèle. 6 mois après, M. Ouattara est candidat à l'élection présidentielle. Macron, il a signé un contrat pour construire le métro. 34 km, 1000 milliards. Voilà. Bouche fermée. Non, je dis 34 km, 1000 milliards financés par le Trésor public français, et les Ivoiriens vont rembourser. Exactement. Donc, vous voyez que quand il a dit comme ça, on a dit que c'est la démocratie. Maintenant, quand il est candidat, ce n'est plus la démocratie. Donc, M. Ouattara a violé la Constitution. M. Ouattara a braqué la Constitution. A engrossé la Constitution. Il faut bien le préciser. Et ça a créé ce qu'on appelle la désobéissance civile. Et c'est dans la désobéissance civile où on a vu une armée irrégulière couper les têtes des Ivoiriens, qu'on appelle les microbes en Côte d'Ivoire, sous la bénédiction de qui? De Macron. Puisqu'à l'époque, Ouattara était en France. Donc, vous voyez que avec la bénédiction de qui? De Macron. Voilà quelqu'un qui vient donner les leçons et on jouait justement au inacceptables, les têtes des êtres humains, devant les yeux de Macron. Et quand il fallait investir M. Ouattara ou bien organiser ce simulacre d'investiture, parce que vous savez que Ouattara n'a pas respecté la Constitution. Hein. Pour aller à une élection, il faut aller avec un vice-président. Jusqu'à présent, il n'y a pas de vice-président en Côte d'Ivoire.
Donc c'est une élection nulle. Je vous rappelle qu'un constitutionnaliste français a expliqué les tenants et les aboutissants. Ils sont nombreux comme ça. De nous, cette on histoire. prend toujours les constitutionnalistes français. Non, on a amené un constitutionnaliste français au Tchad, non. Idriss Déby a dit en Mondovision, non, que c'est vous-même qui m'avez forcé. Cette fois-ci, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a un constitutionnaliste qui a pris l'initiative de se placer devant les caméras de télévision et de pour l'expliquer. L'inexplicable. L'inexplicable. Oui. Donc voilà la France. Voilà le président français. Donc, vous voulez que nous, là, on continue à rester à bec devant la France? Non, le combat va aller jusqu'au bout. Parce que ce qui a commencé là ne va pas s'arrêter à si bon chemin. Vous dites la libération de l'Afrique centrale sera en Centrafrique et de l'Afrique de l'Ouest au Mali. Non, c'est tous les pays africains qui sont dans ce combat, que ce soit au Togo, au Bénin, ensemble. Ne créons pas la division, ne créons pas les pôles où ils vont venir se tenir pour dire que bon, ok. Non, c'est tous les pays africains qui en ont marre de la France, parce que la France a exagéré, Macron a exagéré et ces gens. Vous ne pouvez pas continuer, valider une chose ailleurs et dire le contraire. La preuve en est, ils ont validé M. Ouattara, non? Ils ont dit que le professeur Alpha Condé a fait ceci, a fait ceci. Voilà la France. Merci, messieurs. Permettez-moi de lire le message de nos téléspectateurs. Ce matin, nous aurons jusqu'à 10h. Je reviens à vous pour conclure cette édition de DBS Matin. Bonjour DBS, c'est Latifou Moula depuis Sokodé au Togo. Courage à vous tous, nous, Africains. Devant nous réveiller, rester éveillés. L'idée selon laquelle les militaires n'ont pas qu'à rester hors de la politique de leur pays vient de la France et les Africains le répètent comme des idiots d'esclaves. Arrêtez ça s'il vous plaît, un pays ne peut jamais et au grand jamais acquérir sa souveraineté par le dialogue. On arrache sa souveraineté et c'est un militaire qui peut avoir cette capacité, un civil ne peut pas le faire. Le Cuba par Castro, la Libye par Kadhafi, l'Angola par Dos Santos, le Mozambique par Samora Machel, le Zimbabwe par Mugabe, le Rwanda par Kagame, l'Égypte par Abdel Nasser et Tessera. Tous sont presque des soldats. Eux-mêmes, les pays européens et occidentaux, ont tous été redressés et démocratisés par des soldats. Merci à vous également qui nous avez écrit ce matin. Bonjour, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'émission aux sources de l'histoire, panéliste par Dr Eddy Momongo et Dr Yamtima infiniment. Merci pour l'éclairage lumineux que vous nous apportez aux décideurs de s'en approprier. Je suis Jean-Éric Mbou, fidèle téléspectateur de DBS, souhaitant que cette émission soit diffusée dans les tranches de forte audience. Merci à vous de nous avoir écrit. Bonjour le panel Steve, mes messages sont bien sûr récidivistes. Nous sommes en pleine période de fin de temps et les douleurs de l'enfantement se signalent déjà. En d'autres termes, c'est la réalisation des prophéties. Le diable est en pleine agitation et va bientôt être brûlé avec tous ceux qui jouent son jeu. Prions sans cesse car seul Jésus-Christ nous sauvera de nos persécutions. Moulium Emmanuel depuis Denis, en tout cas depuis Bomondo Bambengue, ici même à Douala, qui nous a écrit ce matin. Le même message qui nous écrit presque tous les matins. Bonjour Monsieur Steve et vos brillants intervenants. Un sujet important. Comment les Européens tout d'un coup aiment trop le Mali et l'Afrique. Ils n'acceptent pas le coup de force du colonel Goïta. Donc Monsieur Ouattara qui avait dit de ne pas se représenter aux élections. Il a été salué par le Jupitérien et l'Union Européenne qu'on dit que c'est un modèle et que tous les présidents africains devaient faire de même. N'ont pas vu le coup de force. Mais comme le dit le président Bandakani, c'est incompétent, non, même plus honte, et le Jupitérien a reçu le même Ouattara une fois élu au 3e mandat anticonstitutionnel ivoirien. Mais on se fout de qui? C'est seulement en Afrique que la France et l'Union européenne montent ses bras, sinon ailleurs, c'est du blabla. Merci à vous également de nous avoir écrit ce matin. Bonjour DBS, bonjour Steve, bravo à tout ce que tu fais, bravo à tous les panélistes. La France, encore cette France, elle paye déjà les conséquences de l'élan panafricaniste des vrais Africains. Le bonheur de l'Afrique est là et la libération de notre continent face à l'impérialisme est en plein essor. La France doit plier bagages et fuir notre continent face au réveil des enfants du continent. Bravo DBS, bravo au combat panafricain. C'est Mahmoud Hamzine qui nous écrit depuis Bonamoussadi ce matin. Bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous suivre ce matin car l'occasion m'a été donnée. Il y a un internaute qui se posait la question de savoir pourquoi l'Afrique peut se défaire du colon français pour s'accrocher au colon russe. Je lui ai fait comprendre que le monde est géré pour le moment par les géants dont l'urgence c'est de se défaire de celui qui ne nous respecte pas pour s'accrocher pour le moment à celui qui nous respecte en attendant notre émancipation pour dire à Macron ne point faire face à Poutine. La Syrie est une illustration. Courage à vous, c'est l'IRA
et le panafricaniste qui nous a également écrit ce matin. Bonjour DBS Matinal, bonjour Steve Ngos et bonjour à tout le panel. J'ai lu une publication que le vice-président de la transition a refusé de recevoir Goodluck Jonathan. Si c'est vrai vraiment, je lui tire mon chapeau. Nous les vrais Africains, on est derrière lui. Courage à lui et à vous aussi. Le panel de DBS Matinal, c'est Adi Kader depuis Ngaoundéré Dan qui nous a également écrit. Oui, il faut préciser par ailleurs que le colonel Goïta n'a pas voulu recevoir Goodluck Jonathan, l'ancien président nigérian. Bonjour DBS Matin et à tous nos invités. Emmanuel Macron s'agite parce qu'il se rend juste compte que le Mali est en train de s'échapper, de l'échapper, tout comme la République centrafricaine. Il n'aura que ses gros yeux pour pleurer. C'est la libération du Mali qui est en marche. En tout cas, la mémé Brigitte saura si bien le consoler. C'est monsieur Tchagé, depuis Malabo, en Guinée équatoriale, qui nous a également écrit ce matin. Bonjour Steve, bonjour à tous les panélistes, sans oublier les éminents intervenants depuis la crise malienne avec l'intervention des militaires en écartant Ibrahim Boubacar Keïta. C'est un tollé général à travers le monde entier en passant par notre CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale et j'en passe. Surtout la France avec son président Emmanuel Macron qui s'acharne contre le Mali. Mais ailleurs, les élections se déroulent où les dirigeants au pouvoir volent les élections et en plus, ces dirigeants pourchassent les vrais vainqueurs. La France voit tout cela et se tait et même au même moment, eh bien, Macron déroule le tapis rouge à ces voleurs d'élections à l'Élysée. Quel est ce deux poids, deux mesures, en fait. Cette justice, c'est ce qu'il voulait dire. 2 poids, 2 mesures. L'Afrique doit dire non à ces jeux que la France et Macron organisent sur le continent africain. C'est Armegran Yao Emmanuel depuis Tabliglo au Togo qui lui également nous a écrit ce matin. Bonjour et bravo à Bandakani au plateau de DBS. Vous êtes les meilleurs. Merci, Monsieur Ngos, pour tous ces sujets. Cette personne s'appelle Eric Lee Harris qui nous écrit depuis l'Allemagne ce matin. Bonjour DBS, sachez que Macron a échoué, esselé au Conseil de sécurité. La victoire est proche. Mama Sani depuis Niamey au Niger. Mama Sani à qui nous disons bonjour, un président Bandakani. C'est une maman qui nous regarde depuis Niamey au Niger. Et d'ailleurs, elle le fait tous les matins. Merci à vous, Mama Sani. Hein. On vous salue ce matin. Bonjour, Monsieur Steve. Bonjour, le panel. Merci pour ce brillant débat. Mon président a tout dit. Les Africains ont compris. La France n'a plus sa place en Afrique. Et nous sommes de tout cœur avec le Mali. Le colonel malien n'a plus droit à l'erreur. Toute l'Afrique les regarde. Car une fois que la Russie réussit à s'installer au Mali, la France aura tout perdu. Car le reste de l'Afrique de l'Ouest suivra le pas. C'est Giskoy depuis Niamey au Niger ce matin. Bonjour DBS, merci infiniment pour ce travail de libération. Bonjour les grands animateurs, Bandakani, Dr Belek, 3A et Christelle. Veuillez découvrir l'agité de l'Élysée, un cocaïne man dont ça lui convient ce qu'il fait. C'est sa nature aidant le peuple français à s'en débarrasser de cette bête jupitérienne. C'est Mohamed Issa depuis Zinder au Niger également qui nous a écrit. Lui, il nous a d'ailleurs envoyé une vidéo. On va la regarder pour voir comment il a agité. Bon, on vous comprend parfaitement. Les Nigériens nous suivent d'ailleurs très bien ce matin. Le câble est coupé à cause de votre vérité à quoi, plus précisément? Bon, on vous a compris. On vous comprend parfaitement. I am extremely happy with your daily debate. All those Pan-Africanists you have around you are wonderful. Personal greetings to Aïssi, a long-time friend, and the others. They are so inspired. I am Etame Joseph. Bon, Etame Joseph qui nous a également écrit ce matin et qui nous a écrit en anglais. En tout cas, on vous fait... Merci, merci. Apparemment, c'est votre ami. Merci. Il précise d'ailleurs dans son message que vous êtes un ami de longue date. Bonjour la famille DBS, bonjour spécial à toi Steve Ngos ainsi que tes brillants panélistes. Concernant le thème du jour, je ne dirai qu'une seule chose aux Africains et j'espère qu'ils la retiendront. Lorsqu'une personne détruit ta vie et qu'ensuite elle essaie d'y revenir, sache qu'elle n'a pas juste encore fini son travail. Voilà ce qu'est l'Occident n'a cessé de faire sur le continent africain. Le Mali a l'occasion d'en finir avec cette prédation. J'espère sincèrement qu'ils saisiront cette chance. Pour finir, merci au président Badakani, Dr Mbelek, 3A et notre pasteur Fanga d'exister. Vous êtes la lumière que l'on aperçoit au bout du tunnel, une vraie bouffée d'oxygène, avec vos analyses pertinentes et poignantes pour bon nombre d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. C'est signé Naïla. Naïla qui nous écrit depuis Toulouse. Naïla qui a un bébé, un nouveau-né. À elle, nous allons souhaiter, on va dire, félicitations. Un coucou. Un coucou. Et à toi Naïla et surtout au bébé ce matin. Même si elle m'a confié que le bébé, bon, elle dort pas assis, j'espère qu'elle va dormir en tout cas. On dort pas beaucoup. Bonjour Monsieur Ngossi, à tous les panélistes. La thématique de ce jour remet en
même temps sur la table la question de l'alternance politique en Afrique. En effet, si on analyse froidement les faits, on se rend compte que la plupart des pays qui chantent cette musique d'alternance baignent dans une instabilité constante. Que faut-il pour que nos intellectuels politiciens se rendent compte que l'alternance est un jeu politique qui permet de maintenir le contrôle sur nos idées et empêcher justement un démarquage idéologique porté vers le nationalisme. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse. J'espère qu'il va le dire à Achille Mbembe, ne vous inquiétez pas, président. Mokobe disait, mon héros c'est Kunta Kinte, ce n'est pas Bruce Willis. En bon entendeur, salut. Merci beaucoup. Bonjour mes frères, que Dieu Tout-Puissant vous protège pour continuer à éveiller nos consciences comme l'Afrique éveille, l'Europe tremble. Eh bien, le Mali parle à l'Afrique. C'est Honorine qui nous a écrit, mais elle ne nous dit pas où elle nous écrit. Merci à vous également, Honorine. Les femmes sont nombreuses déjà à nous suivre tous les matins. Ah oui. Bonjour Steve, si je me tiens à l'analyse de 3A qui dit que lorsque Paris et la communauté internationale est molle avec un régime, c'est qu'ils ont la même mise. Mais je me pose la question sur le cas du Tchad. La grille d'analyse change. Vous avez de bons panélistes, mais réfléchir avec sa tête ne fera pas de mal. J'aime quand il y a des contradictions constructives. Ne vous inquiétez pas, jusqu'à preuve de contraire du côté du Tchad, eh bien la France n'a pas de même mise, sachez-le. Bonjour Dibiès, il y a tout le panel, il est temps que nous nous débarrassions de cette France et que ces dirigeants français ne pensent pas avoir le monopole de la violence. Mais nous avertissons les Français, si un seul de nos enfants est assassiné, nous leur ferons la fête. Sur tout le continent, la fin du colonialisme a sonné. Merci et bonne continuation. C'est Mbeleze et Meri depuis les Philippines ce matin. Jusqu'aux Philippines, monsieur, on nous regarde également. Bonjour Jocelyn, écoute Kako Nubukpo. D'accord, je vais l'écouter, ne vous inquiétez pas. Il faut rappeler que Paris a exigé la libération du président Baendave et du Premier ministre Mokhtar Ouane, arrêtés lundi et retenus dans une base militaire. Selon certaines sources dignes de foi, ils ont été libérés dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir démissionné. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.